tous et bienvenue dans Let's Go. C'est lundi, 16h et c'est la reprise comme chaque début de semaine. Et on est en train de se parler en off de la difficulté dans nos métiers finalement d'introduire les choses. Romain, comment ça va? T'as toujours envie de faire pipi? Je lui ai dit je serais discrète à ce sujet. Il avait 3 minutes pour y aller. Beaucoup, 3 minutes. J'ai décidé de ne pas y aller et oui, je tiendrai les 2 heures et ça va très très bien. On a une belle journée aujourd'hui avec plein de débriefs, plein d'infos, un invité. Ça va être cool. C'est vrai, un invité que tu connais très bien et d'ailleurs on te le doit puisque Anthony Beltoise sera avec nous. Si vous ne savez pas qui est Anthony Beltoise, vous le savez, je pense que c'est dans la conscience collective et il y aura une belle interview en fin d'émission. En tout cas, merci Romain d'être avec nous. Un beau débrief de GP nous attend notamment à tes côtés. Pas le meilleur Grand Prix, mais un beau débrief. Ouais, c'est pas le plus... mais je sais que tu vas le rendre excitant. Ça va être excitant. En face, il est rageux, il est aigri. On l'adore. Moi, j'ai su me rendre excitant aussi. Vous l'avez pas vu en off, parce que c'est en off évidemment, et c'est ça qu'il faudrait filmer. Il arrive avec une brosse qui fait la taille d'un Dyson, finalement, et il se brosse les poils comme ça de chat. C'est incroyable. Allonge-toi directement, parce que voilà. c'est sur toi. C'est pas de la mobilité, mais c'est de la mobilité. Si tu l'accroches à un 4 roues, là, tu peux peut-être retirer. Donc ça marche bien pour tous les poils de chat. Là, ça va, on voit pas trop, tu vois, c'est cool. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais bon, voilà, comment ça va, Ken, à part le fait que tu es en train de muter en chat? Comment ça va? Écoute, non, ça va plutôt bien aujourd'hui, même si on est tous pendus à la télévision comme personne, mais ça va plutôt bien. J'ai repris un peu les sorties puisque les beaux temps semblent revenir. Donc, tu as fait 100 km, j'ai vu. Ouais, bah comme tous les week-ends quand il fait beau, quoi. Je sais pas si en vélo toute ma vie j'ai fait 100 km cumulés. Ah ouais? Du coup, c'est vrai quand même. Je suis pas sûre mais en d'avoir tout cas tous les week-ends c'est pas mon truc. kilomètres cumulés. Si peut-être qu'on en avait fait. Ah oui, t'as fait le tour de Longchamp, toi. Donc, c'était combien de kilomètres? C'est 3,6 le tour de Longchamp, je crois, 3 km 7. Bah, j'ai dû faire 4 km. T'as virevolté, ouais, non. Mais tu peux le faire, mais tout le monde peut le faire. Mais très content moi de reprendre un peu l'air, donc ça fait plaisir. J'espère pouvoir me remettre en forme parce que mine de rien, tu vois, les gens avec qui je fais des sorties ils progressent tous. Ah, t'as l'impression de stagner Et moi, j'ai l'impression de commencer à être à la traîne par rapport à ceux avec qui j'ai l'habitude de sortir. Est-ce que ça vient pas du vélo? Est-ce qu'il ne faudrait pas acheter le vélo à 10 000 €? Ah, c'est sûr que c'est plus facile quand tu vas vite avec un vélo qui coûte plus cher. Mais non, oui. Est-ce que mon vélo me fait perdre un peu de temps? Peut-être, mais je pense qu'il faut que je retrouve aussi les habitudes et le rythme, quoi. Marie en mode bric au dépôt, c'est totalement vrai. Ouais, j'avoue. Moi, j'ai fait aucune remarte quand je suis arrivé. Je me suis dit, let's go. Doit y avoir un truc que j'ai pas. Moi, de toute façon, la mode, tu sais, mais c'est trop bon tout ça pour ça. Un petit pull en cachemire, no future, une petite robe lazy off, tout ça pour finir en vendeur. C'est lazy off. Bah là, ici, ça fait bric au dépôt, ouais, mais. Eh ben, merci le chat de me ramener à la réalité finalement de ce qu'est finalement l'essence de la mode. Bref, on a une question pour vous, c'est rapide et furieux. Jingle. J'adore vos remarques. Sachez-le, on va commencer. Alors, Paul, qui s'est occupé de l'édito avec Denis, m'a dit ça va te plaire. Ça, c'est pour toi. C'est très brico-dépotière, finalement. C'est très cool, vive le luxe. Joli, mais OSEF, au secours, scellé. Donc, c'est un sondage qui va aller dans le chat. Vous allez avoir le choix entre ces 3 bonnes réponses. On va vous parler du projet Maybach. Avez-vous déjà Maybach. Moi, je dis Maybach. C'est quoi le projet? On te le laisse. Michael ou Michael. Voilà, c'est ça. C'est toi qui choisis. Alors, je tiens à me désolidariser du truc parce que Paul est parti du principe que j'ai adoré. Je trouve ça absolument horrible. Oh mais non attention, que ça ne vous finalement, ça ne vous influence pas. Ça m'influence déjà. Là, je suis influencé. C'est un projet, c'est un concept d'électrique, ok, né de la. Maybach, c'est du full luxe. Oui, voilà, c'est la grande marque luxe de Mercedes. Donc de toute façon, c'est. Parce que c'est un bateau. C'est pour ça que je pensais que tu allais bien aimer. C'est vraiment... vous êtes infernal dans le chat. Je ne travaille pas à Cultura, ok? D'accord, je ne vois pas trop quelle Mercedes est-ce que Maybach a recarrossé avec ce concept. L'avant, c'est un peu la nouvelle EQ, les avant de la EQ et de la S, c'est ça. Maintenant, Maybach, de toute façon, ça a toujours été un petit peu à part. C'est vraiment... ça vient chercher des Rolls et tout ça au niveau de gamme. Oui, c'est ça. Donc, ils ont fait un truc complètement dément, quoi. Là, surtout, c'est un projet entre... une collab avec Virgil Abloh.
le créateur designer. Ah oui, non, mais d'accord. Ok, mais c'est un SUV. C'est gigantesque. C'est pour faire le Dakar. Ouah, les pare-balles et tout, hein, vu la taille de la portière, l'épaisseur. C'est une boîte à outils. Il n'y a pas trop de place dans la boîte à gants. C'est une lunchbox. Il y a une lunchbox rangeable ici, d'accord. Okay, on est vraiment dans n'importe quoi. On en parle du fait que quand tu as une mébar comme ça, tu n'es pas le genre de personne à prendre un lunchbox. Non, pas trop. Le genre de personne à qui on amène le déjeuner éventuellement sur un petit plateau avec la petite cloche. Mais ça n'a aucun sens. Elle est à la fois incroyable visuellement. Les phares avec le logo. Voilà. Donc, un projet très Virgil Abloh qui a disparu en 2021. C'était le directeur notamment artistique d'une grande maison de luxe que vous connaissez peut-être, Louis Vuitton. Et du coup, une voiture qui évidemment pue le fric, hein, on va pas se mentir. C'est une voiture donc. Une voiture qui est très longue, qui abrite des cellules solaires qui permettent d'étendre l'autonomie théorique du véhicule. Elle est électrique. À l'intérieur, on trouve absolument tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. C'est une voiture d'évasion, n'est-ce pas? Ah oui. Une hache intégrée dans le montant de la porte. Ça, c'est important. Ah oui, parce qu'on se dit toujours qu'il manque une petite hache. Une hache, c'est vrai. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui pourrait peser encore un peu plus lourd, hein? Voilà, une boîte encastrée à l'extrémité du tableau de bord, vous l'avez vu, hein, donc cette fameuse caisse à out / lunchbox. Les sièges peuvent être pliés pour permettre de dormir sur une surface plate. Ok. L'intérieur est lumineux grâce à une vitre qui part de la base du pare-brise jusqu'à l'arrière et permet de voyager. Ça a l'air d'être une sacrée pièce d'ingénierie, oui, la vitre. Hein. C'est pas facile de faire des pièces de glace aussi. Mais c'est surtout qu'il n'y a qu'un seul modèle existant. Ça, c'est la classique. Ouais, c'est ça, c'est la référence. Un seul modèle existant sorti après la mort de Virgil Abloh en hommage avec un communiqué de Mercedes, et où ils ont déclaré: en exposant maintenant notre collaboration et la vision unique de Virgil au public, nous voulons célébrer avec respect le travail d'un talentueux designer vraiment unique qui a créé des possibilités infinies de collaboration grâce à son imagination débridée et a inspiré tous ceux qui connaissaient son travail. Virgil Abloh, pour ceux qui ont déjà peut-être entendu ce nom sans vraiment trop se poser la question, c'est Off-White. C'est aussi les meubles Ikea que tout le monde s'arrachait à un moment, vous vous souvenez pas, il y avait des cohues Ikea, c'était Virgil Abloh qui avait sorti une capsule là-bas. Donc, un grand designer qui a disparu en 2021. La voiture, je la trouve à la fois incroyable d'un point de vue technologique, mais aussi assez horrible. On dirait des plaques de cuisson. C'est l'huile photovoltaïque. Des plaques d'induction. Ouais. On est d'accord, c'est full électrique. Ça m'a l'air d'être full électrique. Donc c'est une hérésie parce qu'une voiture, elle doit faire 3 tonnes 5, 4 tonnes. Ça n'a aucun sens. N'importe quoi, ça va être n'importe quoi. Mais bon, c'est du luxe absolu. Aucun sens. Et avec ça, tu es sûr de tuer n'importe qui passe sous le capot avant. Hein. Elle est taillée pour que tu te fracasses bien la tête sur le pare-brise. C'est très fort. Hein. Alors, le chat de tout, c'est abusé. Il y a des tiroirs, ça veut rien dire. Sans pitié, au secours scellé à 69%. On nous dit, comme vous le dites, si on parle écologique, il faudrait commencer par interdire ce genre d'infamie. Ça doit peser 12 tonnes. Là, on parle d'une voiture unique. C'est une voiture, tu vois. C'est sûr que si tout le monde roulait là-dedans, on commencerait à discuter. Après, pour des trucs faits en un exemplaire. Un prototype, quoi, maintenant. Franchement, effectivement, on va pas aller brûler mes barres. Hein. Le prix ? Le prix de ça, oh là là. C'est un modèle unique, donc déjà, ça n'a pas de prix. C'est un modèle unique, mais j'ai quand même lu qu'il y avait 150 exemplaires. C'est un modèle unique de 150 exemplaires. Voilà, donc c'est plus unique que ça. C'est un prototype qui va être commercialisé, j'imagine. Je sais pas, mais vu le prix. Je dirais 1,5 million. 1,5 million ? Ouais, déjà 1 million, on commence à arriver dans le très très grand luxe. C'est pas beaucoup. Les Mébars, ça tape le million, juste histoire de dire que ça tape le million en vrai, hein, parce que même en dessous. On est loin du compte. Alors là, tu parles sûrement du prix du prototype, pas du prix de commercialisation aussi. 400 000 €. Ouais, d'accord. Okay, on est loin de l'autre sens. Je me disais bien aussi. C'est bien parce que même si tu prends la plus grosse Rolls de l'histoire de l'univers, t'es rarement à 500 000, quoi. Pour aller à 500 000, il faut commencer à avoir des hypercars. Mais justement, je pensais qu'ils allaient la mettre un peu dans la catégorie des Veyron, des Veyron et tout ça, juste pour dire que, quoi. Mais ok, non, ça va. 400 000 avec une teinte sable qui est jolie. La teinte est belle, c'est la seule chose que je trouve. Pas cher finalement. Voilà, des immenses jantes de 22 pouces. Ça, c'est la mode, ça. C'est 610 chevaux quand même, hein, avec un V12 biturbo. Réfléchissez bien, petite remarque comme ça, lorsque vous achetez des voitures
Je pense notamment à tous ceux qui ont acheté des modèles Y. La modèle Y, elle est montée sur des pneus gigantesques et elle a des suspensions adaptées au poids de la voiture. Réfléchissez bien que quand vous achetez ça, à chaque fois que vous allez changer le train de pneus, déjà vous allez devoir changer les trains de pneus quasiment 2 fois plus souvent qu'une voiture plus légère. Mais à chaque fois que vous allez changer le train de pneus, ça va vous coûter une blinde. Plus vos pneus sont grosses, plus vos roues sont grosses, plus ça vous coûtera cher. Donc pensez bien, parce que les gens, ils achètent, ils disent « Ah, c'est aussi abordable que la Model 3, on peut y aller ». Il y a plein de voitures assez équivalentes. Aujourd'hui, le SUV est plus ou moins au même prix. En fait, pensez bien que vous allez vraiment payer très, très cher dès que vous voulez remplacer des pièces en voiture. Et ça, c'est surtout le cas si vos pneus sont énormes. Ça coûte très cher. On se rappelle de la news, une pub Bugatti, je crois, qu'on avait vue ensemble, qui est magnifique. Vous vous rappelez, c'est un mec qui fait des drifts avec une Bugatti. Ouais. On a vu, c'était 45 000 € de pneus grillés juste pour la pub. C'est ça. C'était facile, normal, quoi. Let's go. Voilà. Alors, pour info, 150 exemplaires de celle que vous avez vue à côté du char d'assaut. Ah oui, voilà, c'est ça. La S680, oui, d'accord. 150 exemplaires. Oui, d'accord, ça reste aussi une collab Virgil Abloh Mercedes. Oui, d'accord, ok. Mais l'autre est unique. Elle est unique. Oui, voilà, c'est ça. L'autre, c'est vraiment l'IQS Mebar, tu vois. Et l'autre à 400-500 000, ça me surprend. Ok. Voilà, 400 000, entrée de gamme, sans option, j'imagine, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour le Rapide et Furieux. On va passer à l'actu de la semaine. Dans l'actu de la semaine, je vous ai trouvé un bateau autonome très chouette qui a été créé par Open Ocean Robotics, une société canadienne. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce bateau de particulier finalement? Il est équipé de capteurs, de caméras et d'appareils de communication. Il est alimenté par énergie solaire, ce qui lui donne une autonomie de plusieurs mois. Il peut aller au large, même en pleine tempête, puisqu'il a un système pour se redresser tout seul, et il enregistre des datas. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique principale de ce bateau. Le but, c'est de remplacer les navires de recherche hyper polluants et veiller sur l'océan. C'est pas une tâche facile parce que l'océan, c'est grand. No joke. Et hostile, voilà. Donc, c'est un véhicule de surface sans équipage qui est piloté à distance. C'est une sorte de drone maritime. Alors, les plus, comme je vous l'ai dit, c'est remplacer déjà des navires qui émettent des gaz à effet de serre. Donc, on parle quand même d'une centaine de voitures chaque année pour ce type de navire de recherche. C'est pas grand-chose par rapport au fret maritime, c'est 1000 mégatonnes de gaz à effet de serre par an, donc, mais c'est toujours ça de prix. Et surtout, on s'est rendu compte que ça permettait de lutter contre la pêche illégale, qui représente quand même 20% des poissons pêchés chaque année. Ça permet également de repérer des dégazages ou des déversements de pétrole dans les océans. Et ça permet aussi de cartographier des zones qui le sont pas vraiment. Par exemple, l'océan Arctique, qui est parmi les moins cartographiés. C'est vrai. On a du mal à connaître notre propre planète. Complètement. Une zone quand même de 70% de la planète. C'est pas pour rien que la Terre s'appelle la planète bleue. Donc, il y a beaucoup de choses à aller chercher dans les océans. Et puis, ça nous permet aussi de savoir où en sont finalement tous les effets du changement climatique, etc. Je trouvais le concept très très cool de me dire que ces petits bateaux qui se retournent tout seuls. Il a l'air de pouvoir résister à peu près tout. Bah ouais, puisque apparemment tu peux le balader comme tu veux. Là, on vient de le voir, donc ça a l'air. C'est un drone, c'est ça? C'est piloté à distance, c'est autonome. Ou autonome. Ça fait sa life, quoi. Voilà. En vrai, tu sais que ça me fait un peu penser à ce que tu retrouves comme les technologies de drones de l'aérospatiale envoyées sur certaines lunes ou certaines planètes. Comme voyageurs ou des choses comme ça. Exactement. Voilà, évidemment, sur Terre, avec notre réseau de communication, c'est encore plus facile à manipuler. Mais ouais, ça peut être un véritable intérêt. C'est vrai ce que tu dis, c'est fou quand on se dit qu'on arrive, on envoie des drones ou des véhicules autonomes dans l'espace, et on en est encore à la phase où on se dit, on va peut-être en laisser sur Terre pour voir un peu, parce qu'on connaît pas tout en fait. Les gars, en plus, la mer, c'est tout indiqué. Vraiment, là, il y a l'espace de ouf. T'es pas obligé de faire en sorte que ça se déplace forcément très très vite. Tu vois, tu peux laisser le temps de recharger avec le soleil. Donc ça peut avoir une longue durée, permettre d'observer des zones où on ne peut pas forcément être. Plusieurs mois d'autonomie, c'est cool. C'est français, non? Non, c'est canadien. C'est canadien, oui. C'est canadien. Donc voilà, je trouvais la news un peu cool. De ce côté-là,
Autre news, c'est le nouveau Renault Espace. Ah, il paraît que ça a été montré, ça, c'est quoi? À Hambourg ou ça? Alors, les dimensions, c'est assez dingue. Hein. Plus que quelques jours avant de le découvrir officiellement, d'accord. 6e génération déjà d'Espace. Vous en avez tous eu un ou connu quelqu'un qui avait un Renault Espace? J'ai connu quelqu'un qui a eu un Espace. Un pote qui J'ai jamais eu d'Espace, c'est beaucoup trop long. Mais c'est pas ça. C'est le nouveau Renault Espace. C'est pas un Espace, ça. Totalement SUV. Ils ont juste mis une gueule de SUV, voilà, c'est ça. C'est un SUV rallongé, voilà. C'est plus du tout un monospace. On dirait un Touareg, comme ça, un peu presque. Non, mais c'est une voiture au pif qu'ils ont pris juste pour les dimensions, non? Écoute, un châssis basé sur l'Austral, une longueur augmentée, 5 mètres quasiment. 5 mètres? Ouais, c'est 4,72 mètres de long, exactement. Mais c'est la taille d'un van de transport de marchandises. C'est énorme. Tu le gardes pas partout, ça, hein, pour le coup. 5 mètres, je suis pas sûr que ce 5 mètres, soit toutes les places de parking classiques. Mais surtout, pourquoi ça ressemble à un SUV? Parce qu'ils ont des marketeurs qui leur ont dit, les gars, les SUV, ça se vend bien. Ça se vend bien. Par contre, quand ils ont marqué espace, ils n'ont pas oublié qu'il fallait qu'il y ait de l'espace quand même à l'intérieur. J'espère quand même, parce que 1,83 m de large, 1,64 m de haut et donc 4,72 m. La taille du capot, moi je vois de l'espace perdu. De long. Pour comparaison, le châssis de l'Austral sur lequel il est basé, il mesure 4,51. Donc on l'a encore rallongé. Un Renault Espace plus gros que le Peugeot 5008. Ouais. Qui est déjà balèze. Hein. Il fait 4, on le croise sur la route, il est déjà balèze. Et c'est vrai que le 5008 est aussi un SUV et plus trop un monospace aujourd'hui. Ouais. Finalement, il n'y a que Citroën avec le C4 Picasso qui est encore sur il a un esprit un peu. Non, après, tu as toujours le Touran, Touran ou le Touareg chez Volkswagen. Le Touareg, c'est un SUV. Exactement. Le D-Buzz aussi est un monospace. Tu vois, il y a des marques qui font des monospaces. Il restera un monospace là, chez Renault maintenant que ceci sort. Je sais pas. Là, j'étais en train de réfléchir. On avait parlé de l'évasion chez Citroën. Ah oui, tu as raison. Donc, il y a encore une demande, mais bon, c'est... Les Renault, ils vont te répondre que c'est un monospace. Hein. Ils vont te répondre que comme c'est un monobloc intérieur, que c'est un habitat complet, tout ça, ça reste un monospace. Un monobloc avec de l'espace, c'est un monospace. C'est ça. C'est ce qu'ils vont te dire. Ne jouons pas sur les mots. Enfin, c'est terrible. Alors, en tout cas, ce sont des fuites de documents, pas encore d'annonce officielle. Révélation le 28 mars. Il y a eu beaucoup de révélations, justement, qui ont l'air quand même très crédibles. Donc voilà, ça a été repris par absolument tous les trucs. Mais le design, visiblement, est celui-là, quoi. Accidentellement révélé. Certaines pages d'un manuel PDF brièvement publié sur le site français de Renault. Hein. Non, mais ça, c'est une fausse intox. Enfin, c'est une fausse suite, à mon avis. Ça, tu crois? Ils se sont dit, ça va faire un peu de buzz. En tout cas, si c'est ça, c'est immonde. C'est dramatique. Franchement, c'est dramatique. Et franchement, la Renault, depuis quelques temps, c'est bizarre. Ils alternent des trucs que j'adore avec des trucs que je déteste. J'aime beaucoup la Mégane. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de la Mégane. Franchement, oui, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de la Mégane. J'ai pas roulé dedans, je sais pas ce que ça donne, mais je la trouve sympa. Tu te retournes dessus. Ouais, exactement. Pas sur une Renault. Bon, même si elle aussi, elle a pris un peu de gabarit, tu vois, quand même, elle est là. Ce qu'ils veulent faire de la Renault 5 est vraiment, tu vois, très très cool. On en parlera peut-être après, mais là, on est dans des toutes petites voitures. Mais à côté, le Koleos, le pire, je pense qu'ils aient sorti, c'est leur SUV coupé, là. Comment ça s'appelle? Austral. Cette horreur, là, non. Il y a le Capture, il y a le... le Capture, c'est déjà... Capture, c'est une Clio surélevée. Comment elle s'appelle, celle-là? Il y avait la pub durant les Jeux Olympiques à l'infini, j'en pouvais plus, là, de cette horreur. Le chat va la voir. Mais je pense que c'est l'Arcana. C'est ça. Oui, on voyait la pub tout le temps, même. T'as raison. Même au ciné, on voyait la pub aussi. L'Arcana, je pense que c'est un des pires trucs qu'ils aient jamais sorti depuis le premier Koleos, qui est peut-être la voiture la plus moche de l'histoire. Hein. Oh non, après la Pongyang de... Ça, franchement, ça ni fait ni à faire. Quand tu vois le restyling de Peugeot et ce qu'ils sont capables de faire maintenant au niveau beauté de bagnole, parce que je trouve que les Peugeot sont vraiment belles. La nouvelle 308, elle est sublime. Les 208 sont belles. Les 3008 et 5008 sont sympas pour des SUV. Peugeot, il y a toujours eu un truc. Il y a une patte. J'ai du mal à comprendre que Renault n'arrive pas à trouver. Alors, ils ont leur ADN. On reconnaît une Renault parmi toutes les voitures, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont leur ADN, mais ça reste un peu pauvre en termes de travail esthétique, je trouve. Il n'y a rien à faire. Après, de toute façon, tous les goûts sont dans la nature, tout reste relatif. Moi, j'aime vraiment pas, mais surtout, outre le fait que j'aime pas, c'est la philosophie de ce genre de SUV coupé. Mais quand je vois ça, quitte à prendre un SUV, au moins prendre un truc qui est pas coupé avec de la place de rangement. De cul surélevé, j'ai l'impression de voir un modèle Y. Hein. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais avec, il y a 2 fois moins d'espace. C'est genre abusé. Je te jure, c'est vrai. Regarde,
Regarde, le man, il est à l'arrière de son Arcana. Il a la tête qui touche. Je te jure que derrière la modèle Y, t'es pas comme ça. Oui, non, c'est clair. Non, ça veut rien dire. T'achètes une voiture énorme pour pas avoir d'espace dedans. Je dis, c'est une absurdité cette bagnole. On va avoir un coupé. Hein. Exactement. Vraiment... exactement. Bon, bref. On parlait d'espace justement dans ce nouvel espace. 7 places, 5 ou 7 places. Oui, normal. 2 déclinaisons. Normal, 3 rangées. C'est un bus, tout le truc. C'est un bus. Donc, ouais, mais ça, je crois que c'est le minimum pour qu'on dise monospace. Et d'après les plans de l'espace pour les jambes, très généreux, j'espère quand même, parce qu'on rappelle 4,72 mètres. Ça me semble absolument gigantesque. Donc, à voir, reveal officiel le 28 mars prochain. C'est tout pour le Renault Espace. On passe sur une voiture qui m'a fait un peu kiffer. Ah, la Morgan Plus. Quattro. Spiagina. Ok. Encore ou pas? Une voiture de plage unique en son genre, puisqu'un collectionneur s'est adressé à Morgan pour fabriquer une voiture de plage vintage sur mesure, intitulée Spiagina, comme vous l'avez entendu, donc inspirée par la Fiat 500 Jolly Spiagina. Si tu peux nous afficher les images, s'il te plaît. Donc, une voiture complètement unique, hein, un seul exemplaire, on ne sait pas combien elle coûte, on ne sait même pas qui est le man qui l'a commandé. T'as un PDF, normalement, tu peux voir toutes les photos. Honnêtement, le taf, il est incroyable. Ah ouais, c'est un côté sympa, ouais. Ah ouais, elle est le moteur dessus, c'est électrique, ça ou... Et je sais pas. Un truc de plage, j'espère quand même, non? Ça a l'air thermique. Hein, c'est pas dit, ouais. C'est juste du haut de gamme, matériaux naturels, du tech pour le plancher, un toit ouvert. Comment ce chargement arrière, là. Ouais. Elle est bien propre. C'est une Méhari de luxe. Ouais, petite Méhari de luxe. La coupe est très jolie. Un beau rappel aux voitures des années 60-70. On retrouve bien l'esprit Morgan. Hein. Oui, l'avant est bien Morgan à 100%. Avec ce petit nez plongeant là et ses petits yeux bien ronds. On est bien. C'est bien rendu comme hommage. C'est dans le même esprit que la Devalier dont on a souvent parlé ensemble. Totalement. Que t'adores. T'as la Devalier pour aller rouler un peu sur la route et t'as ça pour arriver. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon là. En tout cas, on ne sait pas qui est le commanditaire et on ne sait pas le prix non plus. Mais en tout cas, BG. Hein. Très, très BG. Beaucoup de cœur. Et enfin, une dernière news. Non, je vais la garder pour l'insolite puisque Spider-Man s'est fait arrêter. Non. Bah, si, il a déconné. Il a dit quoi? Spider-Man s'est fait arrêter sur la route. Je vous en dirai plus à ce sujet. Ken, tu vas nous parler de la voiture électrique à moins de... À moins de 25 000 euros. Le target price, 25 000 euros, c'est celui qui est un peu recherché aujourd'hui par l'ensemble des consommateurs pour faire rentrer la voiture électrique dans le marché des grands publics. Alors, il ne s'agit pas de parler de 25 000 euros d'une voiture qui fait que la moitié de ce que peut faire une voiture. C'est-à-dire, je ne vais pas parler des micro-citadines ou alors de voitures d'appoint comme la Ami ou comme les Twizy, etc. Parle donc vraie voiture de taille, le fameux, ce qu'on appelle le hatchback chez nous, donc la fameuse 5 portes très classique européenne dans laquelle on est roi. Et là-dessus, il y a 2 marques qui sont en tête pour justement se tailler la bourre, et ça n'est absolument pas des marques ni américaines ni japonaises, ce sont des marques européennes. La première, c'est Volkswagen qui vient de révéler justement depuis quelques jours lors du salon d'Hambourg son ID2, donc son ID2, la fameuse berline compacte de Volkswagen qui veut être 100% électrique et tabler justement un prix d'attaque de moins de 25 000 euros. Sans aucune aide de l'État, hein. Moins de 25 000 euros, target price. Hein. Pour cela, donc, voici les designs révélés justement cette ID2. L'idée, c'est évidemment d'être dans le Volkswagen le plus total, c'est-à-dire on est dans une neutralité de design absolue. Vous avez une Polo ou une Golf, ok. Il y a aucune fioriture ni rien, mais on n'est pas trop dans le design un peu plus fou, futuriste qu'on avait sur l'ID3 qui marquait vraiment j'ai une voiture électrique, tu vois. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une plateforme 100% conçue sur une base électrique, hein, d'accord ? Avec comme volonté de faire une voiture spacieuse et une voiture entre guillemets aussi abordable. Ainsi, on parle de mesures de
4 mètres de long, donc on est 4,05, c'est-à-dire quasiment moins de 4 mètres de long, c'est 2 cm de moins que l'actuel Polo. Voilà, grâce justement à la plateforme MEB, dont va se baser la totalité du châssis de cette voiture. La voiture en empattement de 2,60 m, ce qui est vraiment pas mal, sachant que ça reste plus grand que les toutes premières Golf qui mesuraient, je vous rappelle, 3,70 m à la base, mais on est quand même là. Petit design néo-rétro qui passe quand même bien. On promet à la fois autant d'espace que dans une Golf, tu vois, et un prix qui semble être aussi abordable qu'une Polo. Ainsi, un coffre d'un gabarit de 440 litres quand même sera disponible avec 50 litres de rangement à peu près partout. Merci évidemment les moteurs électriques qui marquent la nouvelle base de construction de Volkswagen qui permet de retirer toute fioriture, les trains roulants, la place du moteur, la roue de secours, évidemment, il n'y en a pas non plus, avec des sièges rabattables pour avoir le maximum d'espace. Autonomie annoncée, 450 km quand même, et vous savez qu'aujourd'hui les normes WLTP sont quand même très 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 sévères. On parle d'un bloc de 166 kW, c'est-à-dire de 226 chevaux au maximum. J'entends dans la version sportive qui s'appellera probablement GTX pour laisser le i à l'injection évidemment d'essence, appelé GTI, une voiture électrique, c'est quand même un peu con, vous m'excuserez. Mais justement, ils n'ont pas fait l'erreur. Donc voilà, ils sont vraiment positionnés là. Outre cela, on peut voir, alors voilà, la fameuse plateforme. Donc regardez ça, c'est vraiment, moi je trouve une grande prouesse de la part c'est une vraie avancée, de Volkswagen. C'est là où tu dis que tu vois, les constructeurs auto dans la voiture électrique, ils ont eu masse de retard. Tu leur donnes un peu de temps, les gars, ils taffent. Et c'est pas une simple voiture qui est un rétrofitting d'une voiture thermique, tu vois. C'est une voiture qui va être produite en grande série, voulant réduire grandement, évidemment, le prix de production des voitures avec une plateforme dédiée. Et c'est ça qui fait, évidemment, que les prix vont chuter. Déjà, vous savez que Volkswagen va commencer à s'approvisionner de plus en plus au niveau des batteries électriques du côté de l'Europe, va commencer à être relativement en autonomie européenne au niveau de la production des voitures, mais aussi maîtriser via ces nouvelles usines la production de ces voitures. Plus tu en produis, plus tu fais travailler les lignes, plus tu usines de façon j'ai envie de dire, avec des pièces qui sont réutilisées quasiment tout le temps, plus tu fais tomber les prix. C'est ce que, évidemment, Tesla a toujours voulu faire, mais en devant construire des gigafactories à l'infini, ça reste quand même très, très compliqué. Voilà pourquoi Tesla n'a jamais encore présenté de modèle 2, donc qui est sa fameuse berline compacte qui est censée être à moins de 25 000 €. Une voiture qui intéresse pas mal de personnes. On avait un peu l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est aujourd'hui, par contre, Tesla a vraiment fait changer les intérieurs de quasi-totalité des voitures. Exactement. Un écran devant devant le volant, un écran central pour la totalité des commandes. Le reste, c'est que de l'espace à l'intérieur. Alors, on est sur une entrée de gamme prévue à sous les 25 000 €. On rappelle que ça restera quand même 4 000 € plus cher qu'une Polo thermique dont les dimensions sont à peu près équivalentes. Parce qu'une Polo thermique en France, aujourd'hui, ça commence à 20 640 € et je viens de me rendre compte du prix de la Polo thermique. Ça coûte cher. Une voiture aujourd'hui, c'est abusé. Une Polo, 20 000 €. Ouais. Il se passe quoi là ? On est où, la Volkswagen? Pas du tout. Mais voilà, donc ça fait plaisir. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez. Évidemment, que c'est avec la structure, l'idée, vraiment, on sent qu'on veut plaire au maximum de personnes. Il n'y a pas une folie de design folle, mais elle passe absolument partout. C'est la normalité. On sent que ça peut atteindre des prix assez attirants. Notez que vous n'aurez pas 550 km d'autonomie à 25 000 €, c'est sûr et certain. Vous en aurez très probablement 300. Mais bon, pour la taille et le gabarit et ce que tu peux emporter dedans, ça a l'air d'être un des meilleurs rapports qualité-prix. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Volkswagen. Je trouve que Volkswagen a toujours été capable de faire des bonnes voitures. Je ne rentre pas dans le débat politique, des scandales ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai toujours été très Golf. Ça marche bien. C'est des voitures, comme tu l'as dit, super sobres, mais qui sont efficaces. Et là, quand tu vois la structure, donc tout ce que tu as dit, bien sûr, c'est une super chose. C'est une voiture qui va permettre d'avoir une technologie efficace à un prix raisonnable. Tu l'as dit, c'est très cher ça reste cher pour une voiture, mais ça reste le prix plancher, 25 000. Ouais.
Et quand tu Sans aide, montres- hein. Il t'arrive Voilà. sans aide. En plus, c'est ça qui est intéressant. Et quand tu regardes la structure de la voiture, effectivement, quand tu développes une voiture électrique, le poids des batteries et la répartition de la masse, c'est un vrai sujet. Des batteries planchées comme ça, c'est l'idéal parce que la grosse partie de la masse est au sol et ça fait des voitures qui se tiennent bien. Et je serais même curieux d'essayer la version à 220 chevaux. Je pense qu'avec un rapport de masse aussi bas, ça peut être sympa, ça doit bien se comporter. Tu dois avoir un petit peu de plaisir à rouler là-dedans tout en étant quelque chose de super efficace et une très bonne citadine. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. 2025, t'as dit? 2025, ouais, target. 2025, Hein. ouais, c'est logique en plus. Donc, Là moi, encore, hein, il faudra sûrement s'asseoir sur la recharge ultra rapide de la voiture. j'avais vu qu'ils annonçaient, je crois, le 10 à 80% en 10-15 minutes. Ils sont dans la même catégorie que tout ce qu'on veut me présenter l'ID3, aujourd'hui. du coup, Ouais, d'accord. voilà, c'est ça. J'avais lu ça aussi. C'est Donc, ça, ouais. ils sont. Moi, je pense que ça va être une bonne voiture. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marie, de cette voiture? Au début, je n'étais pas séduite par le design. Mais c'est une Volkswagen, t'es vraiment séduit par le design. Ouais, mais en fait, au final, plus je la regarde, plus j'aime l'avant avec les lumières et cette fausse calandre, cette calandre grise, quoi. Je trouve qu'elle a quelque chose finalement. Et puis en fait, le prix vient tout justifier. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait justement ce design et ce prix, j'achète tout de suite. Bien sûr. Voilà, En fait, c'est c'est ça. ça, exactement. Ouais. C'est très bien C'est ça. résumé. Ce design à ce prix-là et l'intérieur qu'on a Oui. vu, c'est joli aussi. c'est Oui, propre. oui, c'est J'achète aussi oui, c'est direct. ça. Alors, gardez bien quand même en tête que ce que vous voyez ici, là, c'est avec des jantes très probablement de 21 pouces, ok, qui sont pas sur la voiture de série que vous allez Ah, avoir. mais là, c'est une Il y a finition très proche de la probablement, finition sport. la On est finition d'accord. sport. On est Si tu d'accord. regardes l'intérieur, mon petit Denis, si tu veux montrer l'intérieur de la voiture, vous allez très probablement avoir un grand écran à l'intérieur que vous n'aurez pas à 25 000 €. Bon, pensez bien à toutes ces petites choses-là. Évidemment, si vous voulez avoir le modèle, voilà, ça, le super écran de 17 pouces de diagonale, vous ne l'aurez pas Le volant, ça, à c'est le volant 25 000 sport, €. ça. Vous l'aurez Ça. à 35, d'accord, ok. Mais c'est pas obligé d'avoir toutes ces conneries. Non, oui. Ça ne sert absolument, c'est pas utile. Vous pourrez avoir une voiture beaucoup plus sobre et notamment beaucoup moins puissante. En tout cas, d'un point de vue, de ce qu'elle a à proposer, elle a l'air particulièrement bien dans sa catégorie, bien dans sa gamme. Et produire cette voiture de série, alors c'est pas une voiture à mon avis sur laquelle Volkswagen va faire énormément de bénéfices. C'est pour ça qu'à mon avis, faites très attention au prix des options. À mon avis, ça va vraiment tailler. Non, mais ils viennent se positionner sur un nouveau Exactement. Voilà, ça secteur. Enfin, récupérer le secteur de la Polo. c'est ça. Ouais. c'est la voiture qui peut casser le game. Et c'est la deuxième voiture, en vérité, montrée pour casser le game. Parce que la première voiture, elle a été montrée il y a très, très longtemps. Elle vient de chez les Français, de chez Renault. Casser un peu de sucre sur le dos avec l'Arcana, mais Renault, ça fait très, très, très longtemps qu'ils sont sur le secteur de l'électrique, sur le marché de l'électrique, et qu'ils ont essayé de percer justement le marché. Alors, plus ou moins bien. Et ils ont annoncé, je vous rappelle, depuis très longtemps, la fameuse Renault 5, une voiture 100% électrique, dans les mêmes gabarits, Et qui a un design très cool. qui a un design très cool. Elle était au inspiré mondial, on de l'a vu au l'ancienne. mondial de l'auto. Ouais. Elle était au mondial de l'auto, qui reste encore un concept, malheureusement, au mondial de l'auto. C'est pour ça, cette voiture est censée sortir en 2024. Elle est toujours à l'état de concept, alors que là, on a des designs qui sont quand même assez terminés de cette Polo. Et elle vise aussi les moins de 25 000 € de prix. Alors, je ne sais pas si tu peux nous montrer un tout petit peu. Je crois que j'ai mis une vidéo, mon très cher Denis, de cette Renault R5, voilà, qui sera sa concurrente principale. Elle arrivera probablement un an avant. Mais vous savez, j'ai l'impression que la voiture électrique, c'est pas trop une histoire de qui arrive en premier. C'est surtout une histoire de qui va faire le mieux le taf. Parce que ça, c'est un prototype qui fait rêver. Il y a les phares LED, il y a tout un tas de rappels à la R5 Il y a la de R5, ouais, l'époque. voilà. Exactement. Il y a vraiment la R5. Exactement. À quoi va ressembler la R5 qui sortira de la concession, tu vois? Est-ce qu'elle ressemble à ça? Certainement pas. Vu la taille des roues, j'en suis sûr que non, déjà. Hein. C'est ça qu'il va falloir se demander. Et cette fameuse R5 qui est censée arriver en 2024, qui est censée sortir des concessions, désolé, on ne l'a pas encore vue pour le moment. Donc, c'est une voiture qui va être très importante pour l'histoire de Renault. Il ne faut pas qu'il la rate. Ouais. Je suis sûr que Volkswagen sont prêts pour 2000. Tu vois, s'ils ont annoncé la 2025, ils sont prêts pour 2025. Oui. Renault doit faire très attention à comment est-ce qu'ils vont sortir ce modèle, parce que c'est vraiment un modèle qui risque Il est d'être très, très important. attendu en plus. Hein. Ouais. Pour revenir juste sur l'ID2All, j'aime bien que dans le titre de la voiture, on rappelle que Volkswagen, ça veut dire littéralement voiture Du peuple, hein, la voiture du peuple. Ouais. Donc ID2All, l'ambition est grande finalement de vouloir toucher le plus de Par monde rapport à ce que possible. tu disais, je trouve que depuis une dizaine d'années, les voitures de série qui sortent ressemblent de plus en plus à leur concept car. Il y a une moins grosse différence c'est vrai. qu'avant entre Ouais. le concept car qui était parfois avant vraiment la tendance, Oui. comme la Fashion Week pour les fringues, quoi.
Et là, maintenant, on n'est pas sur des bons à tirer, mais je ne serais pas surpris que la R5 ressemble globalement. Pas Alors, mal tu as à ça. raison, pas les mêmes roues, pas tout ça. Oui, mais Et si c'est ça, chapeau, parce que là, on peut avoir une super caisse. Et la R5, il y a quand même un côté mythique, comme la 205 GTI chez Peugeot. Ça va faire revenir du monde, quoi. de Ce ouf. serait Mais génial, elle a ce de la serait super. gueule en jaune, mais je me dis avec une couleur Bah, faut la prendre genre en jaune. grise. Prends-la comme tu veux, prends-la comme tu le sens. Mais faudra voir déjà quand cette voiture sera utilisable. Parce que Ouais. je me rappelle, 2024, c'est dans Demain. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans pas longtemps. 2025, c'est dans pas longtemps. Le marché de l'automobile va, à mon avis, vraiment, vraiment énormément changer à partir du moment où ces voitures-là vont commencer à arriver. Ouais. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il en existe des voitures comme ça, abordables et accessibles. C'est souvent des micro-citadines comme la Smart Electric ou l'extraordinaire Fiat 500e, qui est vraiment, aujourd'hui, je pense, l'une des meilleures petites voitures électriques que tu peux acheter sur le marché et qui peut être topée aux alentours de 20 000 euros. Elle consomme peu, elle n'a pas beaucoup d'espace à l'intérieur, mais par contre, la plateforme est vraiment dédiée à la voiture électrique. Et la Fiat 500 n'est plus qu'une voiture comme ça. Le palier, c'est ces petites citadines-là. Voilà, voici la 500e, on l'avait justement testée. On en voit aujourd'hui beaucoup. Ce n'est pas une voiture à espace. Contrairement aux voitures que je vous ai proposées avant, qui vont commencer à avoir pas mal d'espace parce que le moteur électrique laisse la place à beaucoup d'espace et d'habitabilité à l'intérieur. Mais c'est une voiture qui consomme peu, qui est pour le moment très fiable et de tous les retours qu'ont pas mal de monde et qui, lorsque vous l'utilisez en situation de voiture travail quotidien citadin, est tout simplement une excellente voiture aujourd'hui. Voilà. Avec les dimensions intérieures que tu as décrites pour la ID, là, C'est impressionnant. c'est impressionnant, Ouais, c'est impressionnant. par rapport à sur la taille de la voiture. C'est vraiment génial. S'ils arrivent vraiment à mettre en place des plateformes qui sont aussi efficaces que ça et optimisées à la fois sur l'autonomie de la voiture et le confort intérieur, on commence à avoir des trucs sympas. Je pense qu'ils vont revenir un peu au basique. Là, je suis en train de lire pour la Renault R5. Apparemment, des prototypes ont été aperçus dès septembre 2022 sur les routes. Ouais, ça avait fuité Ça un peu, m'étonne Ouais. pas. mais avec la peinture qui rend les photos improbables, mais ouais. Donc, honnêtement, moi, je suis un peu plus pressée par ce modèle que par l'autre. Hmm. Donc, Parce que là, on est sur le retour d'un modèle mythique, l'autre, Bah, on est c'est sur ça. une créa, donc c'est très différent maintenant. J'ai jamais été très golf et tout. j'avoue. Moi, j'aime Alors que bien. la J'en ai R5, une, donc je peux le barrer pour dire quoi que ce soit. n'est pas objectif, ce monsieur, finalement. Oui, après, c'est une bonne voiture, mais c'est une GTE, c'est fonctionnel, mais c'est pas, je ne recommanderais pas ça forcément. Mais c'est des bonnes voitures. Mais la grande question, c'est est-ce qu'elle s'appellera la R5 ou la 5 Oui, c'est vrai. Mm. Ah, la 5i. avec le E de 5 qui deviendrait le 5. Pourquoi Écoute, pas. on verra. En tout cas, ces deux voitures vont rentrer frontalement en concurrence. Hâte de voir ce que justement la véritable concurrence va faire à côté, et notamment les marques coréennes, Kia et Hyundai, qui sont encore un peu sur du haut de gamme. Et de toute façon, c'est toujours comme ça. On commence par le haut de gamme et ensuite on Ouais. descend avant d'arriver ici. Et notamment les marques chinoises qui vont arriver en masse chez nous. Autre chose, petite Citroën électrique aussi qui target 25 000 euros. Un concept, tu vois, entre la Oli et la Ami. C'est Paul et Denis qui nous ont trouvé ça. Je vais vous montrer un tout petit peu cette dernière. Alors, vous savez que la Oli est vraiment une voiture un peu toute carrée. Là, bon, on sent qu'on rebadge un tout petit peu certaines voitures du Ouais. groupe PSA. Donc, l'idée, c'est de retrouver un chargement à l'arrière avec l'ancien logo Citroën qui fait rêver. Mais c'est vrai que Citroën a du mal à faire rêver avec ces nouvelles voitures. Le truc, c'est que si on regarde un tout petit peu la tête complète de la voiture juste en bas, on se rend compte que c'est globalement une C3 électrifiée, encore une fois un peu rehaussée, peut-être dédiée au marché sud-américain. Pourquoi est-ce que je pense justement à ce marché-là? Parce que c'est un marché sur lequel Citroën aime être. Et c'est un marché qui a vraiment, pour le coup, étant donné l'état de certaines routes, besoin aussi de voitures un peu rehaussées. Je ne sais pas si tu nous montrais vraiment la... Voilà, merci beaucoup. Ah oui. Denis. Voilà. Ah oui, d'accord. On est d'accord? Oui, ok. Voilà. C'est la même, quoi. C'est exactement, voilà, c'est un peu exactement la même. On a du coup toujours l'idée chez Citroën d'avoir, je sais pas, des bumpers en plastique sur les portières. Bon, ça, j'ai jamais compris le fuck, mais c'est bon, déjà moins fun. Après, bon, on va être sur, tu vois, le type de voiture genre Dacia Spring, tu vois. Donc vraiment, c'est petit, genre. Là, ça a l'air énorme comme ça, mais en fait, on est plus dans le gabarit d'une grosse Twingo ou d'une Dacia Spring, etc.
C'est-à-dire une 5 portes, mais plutôt petite, Mais c'est agressif quand même, micro-cinétique, comme un peu un partout. CHR, tu sais, Ouais, c'est un exactement. peu, Ça, Avec ça un a pas l'air gros, comme avec ça, un mais gros c'est pif. Ouais. c'est beaucoup plus petit que l'Apollo que je vous ai proposé juste avant. Ah ouais? Ah Oui, ouais? c'est plus petit. Oui. Ouais. Derrière. Ah ouais, alors que Donc, visuellement, là, improbable. j'ai. Bah, Ah ouais. c'est quasiment la taille d'une Spring, tu vois, Ok, ouais, qu'avait ouais, fait la ok, Dacia ok. Spring. Donc voilà, de toute façon, Citroën et Je Dacia vois en régie aujourd'hui. qui disent que ce serait pas sûr que ce soit le design final de la voiture. Je sais pas s'ils parlent de celle-ci, mais c'est possible que ce soit. Ouais. On me dit dans le verra. chat, lol, bien moche. Oui, oui, bah, de toute façon, Voilà. là, même si peut-être que l'article extrapole un tout petit peu sur le design final de la voiture, en reprenant un peu le design de la C3 existante, voilà. C'est pas pour le moment une voiture qui est spécialement prévue pour nous, et je sais pas enfin, le groupe PSA semble vouloir s'orienter plus vers le groupe Peugeot pour pouvoir sortir des voitures électriques que sur le groupe Citroën, qui a l'air de faire plus de la voiture d'appoint, ou alors du luxe avec DS, qui se concentre sur l'hybride et qui est en train de monter du coup vers le SUV. Mais en tout cas, pour Renault, c'est à peu près clair. Voilà, la R5 est un enjeu majeur. Et pour le groupe Volkswagen, la Polo, la plateforme de la voiture, tu vois, va Ouais. servir à l'ensemble du groupe Volkswagen. Voilà pourquoi ça met une certaine pression sur l'ensemble des concurrents, et à la fois BMW et à la fois Mercedes aussi à côté, pour sortir des voitures dans leur gamme un peu plus basse, qui seront aussi dans des prix comme ceci. Voilà. Écoute, tu nous as vaguement parlé de Dacia. Je t'ai mis dans le runner, Denis, si tu peux voir le fameux Big Star qui Ah, avait le été Big Star. annoncé du côté de Dacia pour venir concurrencer les 5008, les X-Trail ou encore les Kodiaq de chez Skoda. Moi, je trouve qu'elle a de la gueule, quoi. Ah ouais. Elle a vraiment une gueule hyper jolie. Alors, est-ce que ça ressemblera vraiment à ça Ça ressemble à une ou quoi Rivian. Franchement, je trouve qu'elle a un truc, surtout de dos, quoi. J'adore C'est le fou dos. la transformation de cette marque Dacia C'est en incroyable. 10-15 ans. Il y a encore 10 ans, pour tout le monde, Dacia, c'était la voiture vraiment, mais le bas de gamme possible. Alors Bas de c'était gamme, avec un fonctionnel, design vraiment. mais c'était un carré, quoi. Voilà. Complètement. Et maintenant, ils sont rentrés dans une gamme de voitures acceptables. C'est vraiment des belles caisses Ah ouais. et tous les gens que je connais qui ont des Dacia sont satisfaits, vraiment, no C'est exception. Et ok, bah super. Franchement, ouais, effectivement, c'est une jolie gueule, honnêtement. J'espère Ouais. qu'elles Trop SUV, continueront de jolie gueule. respecter justement cette philosophie Dacia, qui reste une voiture qui va à l'essentiel. Oui, Je trouve qu'on manque peut-être un peu de cette philosophie ces derniers temps. t'as raison, sortir une Dacia à un certain prix n'a plus de sens après. Voilà, c'est ça. T'as raison. Aller à l'essentiel, c'est aussi bien. Bon, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même bien loin de la Dacia à moins de 10 000 euros, malheureusement. Ça reste des voitures secondaires. Et peut-être quoi, la Sandero, la voiture secondaire la plus achetée des Français, tu vois. Donc, Et là, je pense qu'ils veulent se positionner sur le marché de la première voiture d'une je famille. pense aussi, Quand ouais. t'as ça, Ouais, de Ah, ouf. moi, je la trouve jolie. Dans le chat, Ouais. on me dit attends, c'est vraiment joli. Bah ouais, franchement. je Ouais, le trouve concept que- est stylé. Après, c'est Depuis peut-être qu'ils la ont- couleur et le LED à l'arrière qui fait que, parce que là j'ai la version coupée orange, c'est affreux, quoi, c'est affreux. Vomir, mais pourquoi pas. Je trouve que, comme disait Romain, ils essaient, je sais pas, un truc risqué, ou je sais pas. En tout cas, je trouve ça intéressant, et c'est d'ici à 2024-2025, donc pourquoi pas. Donc de belles sorties prévues à venir, c'est bien. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi Mitsubishi là, qui les met dans la sauce. En tout cas, des belles sorties prévues. Merci, mon cher Ken, pour Mais je t'en cette prie. news. On va passer de ton côté, Romain, avec le Hot Wheels Legends. Ah oui. Tour. Ah ouais, c'est marrant. On va parler de voitures un peu fun pour ouais. changer. Là, on passe du tout au tout. Et oui, parce que fin février, Mattel, vous connaissez tous cette marque de jouets Oui. Sur les Barbie. qui a fait notre enfance, voilà, entre autres, mais aussi et surtout les Hot Wheels. On connaît tous ces petites voitures auxquelles on a joué. Moi, je sais pas pour vous, mais j'ai dû en avoir des centaines. J'adorais ces Ah ouais petites voitures-là. Ouais, Ouais, quelques-unes, ouais. j'étais un fan absolu. Et ça a été annoncé fin février par la marque. Le Hot Wheels Legends Tour débarque en France pour la première fois. Alors, le Hot Wheels Legends Tour, est-ce que vous savez ce que c'est? Mais non, Eh pas ben du non. tout. Vraiment pas. Alors, je ne sais pas si dans le chat, vous le connaissez, on voit à l'écran. En gros, c'est la marque Mattel qui, depuis maintenant 6 ans, voilà, c'est la 6e année et la première fois en France, a créé le Hot Wheels Legends Tour, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche dans le monde entier de la Hot Wheels de demain. Donc, en gros, le but, c'est que n'importe qui a une voiture un peu transformée, la capacité de créer une innovation autour d'une voiture dans l'esprit Hot Wheels, peut concourir Ok. pour avoir à la fin sa voiture créée en modèle réduit Hot Wheels officiellement. Ça, c'est génial. Putain, c'est Alors, le incroyable. Hot Wheels, donc je le disais, depuis 6 ans, s'étend maintenant dans 18 pays, donc autant vous dire qu'il y a de la concurrence. Les premières sélections sont nationales, donc là, on lance l'édition française, dont la finale se trouvera, les 3 voitures retenues en finale seront
emmenés aux 24 heures du Mans sur un magnifique stand Hot Wheels. Allez. Ah, Et incroyable. la sélection se fera en direct de là-bas où on entraînera une seule voiture, la Hot Wheels française, qui ensuite ira concourir contre toutes les vainqueurs des 18 autres pays retenus par le Hot Wheels Legends Tour pour une grande finale qui aura lieu ensuite et qui permettra de retenir une Hot Wheels mondiale faite en modèle réduit. Ce serait génial quand même d'avoir sa propre petite création Ah ouais. présentée et éditée en jeu Mattel. Ce serait vraiment le feu. Les sélections sont ouvertes sur le site hotwheelslegendsfrance.com jusqu'au 16 avril. Alors, si vous avez dans votre Punaise. garage une voiture à transformer, n'hésitez pas et allez-y. Les critères de sélection, ils sont assez généraux. Avant le 16 mars. 16 mars. Hein. La candidature en ligne avant le 16 mars. Ah, moi j'ai 16 avril. Ouais, mais la sélection des finalistes a lieu du 17 avril au 24 mai, à moins que c'est changé. Ah, si c'est 16 mars, c'est déjà fini. Bah ouais. Mais en tout À cas, voir, parce qu'apparemment, on peut encore soumettre son véhicule. moi je Donc crois que peut-être qu'ils ont j'avais vu étendu que c'était le jusqu'au truc, 16 avril. Alors à vérifier avant de vous inscrire, de vérifier ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir aux 24 heures du Mans les 3 véhicules retenus parce que ça va être vraiment sympa. Ouais. En plus, les 24 heures du Mans, je vous rappelle que cette année, au mois de juin, c'est le centenaire, donc ça va être une belle fête. Et ça peut être un petit peu la cerise sur le gâteau. Bon, les critères de sélection, c'est l'esprit Hot Wheels, évidemment, la créativité, la transformation de la voiture pour montrer quelque chose d'inédit et d'unique. Et bien sûr, il faut que la voiture fonctionne, puisqu'il faut qu'elle puisse rouler, être emmenée là-bas et être disponible Ok. aux 24 heures du Mans. Il ne faut pas que ce soit une Faut pas que voiture, ce soit, une caisse oui. vide. Ok, Voilà, faut qu'il y ait d'accord. au moins un petit moteur dessus pour qu'elle puisse rouler. Je crois que les performances ne font pas du tout partie de la sélection, mais il faut au moins pouvoir l'emmener, la transporter, la déplacer. C'est un Mais truc ça a pour été Franck, ça. c'est un gros succès, le Hot Wheels Legends Tour à l'étranger. Et c'est une super nouvelle qu'il arrive en France. Alors, effectivement, à vérifier si cette année, c'est le 16 avril ou le 16 mars, et auquel cas. En tout cas, on peut encore s'inscrire. Donc C'est bon, c'est le 16 avril, c'est visiblement, bien ce qui me semblait. Et ouais. dans ce cas-là, à vous de jouer parce que ça peut être très sympa. Si vous avez une voiture dans le garage et un peu de temps pour faire un peu du tuning 2.0 version Hot Wheels, c'est le moment de vous inscrire. Et ça peut être très sympa. Et on suivra ça, on fera un petit point de ouf. sur leurs résultats à la Et fin. ça, c'est un truc pour Franck, ça. Exactement, je pensais à lui. Franchement, Je c'est pensais incroyable. vraiment à lui. Et oui. Parce qu'à un moment, il voulait pimper un ce espace que je avec te dis, un ouais, moteur ouais. d'avion où Ok. Bon, voilà, Franck, quoi. Mais alors, on nous demande dans le chat, est-ce que vous connaissez les critères? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? En gros, ils disent, est-ce que vous avez déjà vu une voiture et pensé, waouh, elle ressemble à une petite voiture Hot Wheels? Si Dans c'est des le jeux cas, vidéo, oui. vous pouvez Si, la après, présenter. alors je sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez venu me voir justement au Mondial de l'Auto, sur le salon de la CAPS, le stand à CAPS, Ouais. on a fait le tour ensemble, il y avait la Pantor, je sais pas si vous vous souvenez, Hmm. la petite qui avait un peu un look de voiture futuriste, bleue et blanche, et je crois que tu avais dit, ou l'un de vous deux, ou Maxildan avait dit, on dirait une voiture sortie d'Hot Wheels ou d'un jeu vidéo. Ah, Typiquement, je pense que c'est Max. et d'ailleurs, d'un moi, jeu j'ai vidéo, recommandé ouais. à Tori, qui a créé cette voiture, de participer parce que je trouve qu'elle Ah bah oui. elle est vraiment dans l'esprit. Putain, mais personne n'aura sa chance. Quoi. C'est incroyable, la bagnole. Elle est sympa et du coup, ouais, Ouais. c'est assez marrant parce que, en fait, à partir du moment, et pour répondre au chat, je leur dis, les critères, c'est l'esprit Hot Wheels, la créativité, la transformation sur une voiture qu'on n'est pas Ouais. prêt de voir sur la route et la fonctionnalité de la voiture. Donc, du coup, les critères sont assez larges. En gros, le message, c'est allez-y, soyez fun, soyez fous, faites du Hot Wheels. C'est incroyable. Puis finalement, fin 2023, j'ai aussi hâte de voir ce que les autres pays vont Exact. proposer, hein, honnêtement. Ce qui est marrant, c'est qu'on regarde cette marque Hot Wheels, elle est en train de revenir de partout. Hot Wheels a toujours été connu pour ses petites voitures, mais depuis quelques temps, il y a un jeu vidéo Hot Ouais. Wheels qui est sorti, qui Ouais. marche bien. Ils ont fait un super partenariat, on en parlait avant l'émission, avec Forza Horizon, où maintenant il y a le mode Hot Wheels. Voilà, super, Oh là merci là, Denis. ouais. Vous avez retrouvé la Panthère. Je trouve que la Panthère peut complètement y être. Mais complètement. Elle a l'esprit Hot Wheels. Mais Ils disent de que ça ouf. doit respirer l'adrénaline. On y est. Ah, là, on y est. Voilà, il y a Ah. il y a l'esprit Hot Wheels, il y a la créativité, il y a la transformation. Moi, je vote pour elle. Bon, c'est pas parce que Tori Attends, mais il faut qu'il est se une bonne présente. relation. Mais oui, il va se présenter. Enfin, je lui en ai parlé et il va se présenter. Il m'a dit qu'il allait le faire. En plus, je crois que les sélections sont gratuites, donc pas grand-chose à perdre, si ce n'est un super coup de projo si tout marche bien. Et honnêtement, ouais, moi, j'emmènerais bien la Beltoise, mais honnêtement, c'est un peu trop classique comme forme. La Hot Wheels, la Panthère, elle a l'esprit qui va bien. Ouais. Là, là, là. Du coup, Hot Wheels, moi, je trouve que cette marque revient bien. Ils ont des bons Ouais. marketeurs entre la partie gaming. Moi, je sais pas si vous avez joué à ce qu'ils ont fait sur Forza Horizon Sur Forza, 5, mais ouais, c'est j'adore. hyper regarder fun. aussi Ah, à c'est chaque hyper fois, ouais, fun. j'adore. Ils sont en train de revenir et pour une marque, on aurait pu penser rester dans notre enfance et ne pas traverser les âges. Ils réussissent quelque chose de pas mal. Et moi, ça me Ouais. fait plaisir d'avoir des petites marques nostalgiques comme ça qui nous restent. Eh ben écoute, on va suivre ça, puisqu'effectivement, les 24 heures du Mans marquées par ce centenaire, ce sera vraiment l'occasion de regarder ça de plus près. Ça, on On fera un va. beau focus 24 heures du De monde. ouf. J'aimerais bien qu'on y aille. Ouais, on va y On aller. va
y réfléchir. On va passer rapidement sur l'info déjantée, puisqu'on nous dit qu'on est en retard, mais on avait une petite Let's news go. de Ken sur Non, mais le c'est bien, vélo. c'est bien. On avait blindé des news justement parce qu'on avait peur du temps. On est en retard, continuons. C'est Vous en vrai. parlerez la semaine prochaine, il n'y a aucun souci. On avait vraiment envie de savoir si c'était vraiment écolo ta propagande. Est-ce que le vélo, c'est vraiment écolo? Je vous en parle la semaine prochaine. Oh là, le teasing, Ouais, il est c'est bien terrible. ça. Tout de suite, l'info déjantée. Et oui, l'info déjantée, si je vous dis, il a perdu 321 points sur son permis de conduire. C'est Maxilda, on l'embrasse. 321 points, c'est un jeune homme de 28 ans qui a profité d'une faille dans le système de permis à points espagnol pour accumuler des centaines d'infractions sans qu'elles aient des conséquences sur son permis de conduire. Ok, il a monté un business où il s'engageait à se déclarer coupable des délits routiers d'autres conducteurs contre une somme de 75 à 200 euros par point en plus du montant de l'amende. Où il fallait le contacter le man, je ne sais pas. Certainement sur Snap. L'escroc se faisait passer pour le conducteur au moment de l'infraction commise. Du coup, il tankait en fait pour les autres. Et il s'est fait au final retirer 321 points sans vraiment les perdre puisqu'ils les avaient pas, hein, spoiler. Une faille que la Direction générale de la circulation espagnole n'arrive toujours pas à expliquer. C'est quand même un peu con. Tu m'étonnes. Il y a une leçon à tirer de ça. On est je sur un pense. génie quand même. Hein. Et du coup, eh bien, en France, on a un automobiliste, parce que du côté de chez nous, hein, on a des génies aussi, qui a totalisé, à votre avis, combien de PV via une arnaque lancée sur Snapchat, évidemment. Via En des PV montant via une ou- arnaque. Le nombre de PV qu'il a totalisé. Il a tanké combien de PV pour les autres? Il faut que ce soit assez notable pour qu'on en parle. Je dirais, je sais pas, 180. Ah non, je dois être largement en dessous. 180. Ah non, je dois être largement en dessous, je pense. Oh, mais plus de 300. Ah ouais, plus de ouais, ouais. En 300 fait, non, prunes, mais je pense dirais. qu'on est plus près de 1000 peut-être. 14 000. 14 000. PV. Ah oui, non, mais moi, avec 180, je suis si loin. 14 000 PV, je trouve ça fou. On a une autre news. Il repart avec la Tesla d'un autre. C'est possible. Ça s'est passé au Canada. Un homme est reparti avec la Tesla d'un autre et inversement. Ils Ils ont joué aux cartes Pokémon. C'est incroyable. Donc, c'est Rajesh Randev qui déclare qu'il a déverrouillé une Tesla blanche rapidement pour aller chercher ses enfants à l'école. Au bout de quelques minutes, il s'est rendu compte que c'était pas sa voiture. Pare-brise son enfant. fissuré, chargeur pas au bon endroit. Ah, c'est ça qui lui fait dire que c'est pas sa voiture. Ben, Genre, il a- je sais pas là où il avait garé, quoi, juste. Ben, le truc, c'est que toi, c'est sûr, tu te souviens exactement où tu t'es garé, mais genre, tu déverrouilles, la voiture s'ouvre, c'est une Tesla blanche, bon, tu rentres dedans et en fait, le moment où tu as déverrouillé, quelqu'un d'autre déverrouillé exactement la sienne, enfin, c'est quand même incroyable. Finalement, il a reçu un SMS d'un inconnu qui lui demande s'il conduisait une Tesla. L'inconnu coucou, t'as en ma question voiture. étant le proprio d'une Tesla Model 3 blanche comme Rajesh et qui avait également déverrouillé une voiture Ouais. au même moment. Et Non déverrouillé au même moment, d'accord, ok. du coup, ils se sont rencontrés pour que chacun puisse récupérer sa En bagnole. vrai, je vois, ça peut arriver. En vrai, avec les Tesla, en fait, les Tesla, c'est tellement des iPhones avec peu d'options. C'est ça. En Tout fait, le monde a tu la peux- même. Ouais, tu peux Ah, te retrouver vite avec. En fait, c'est ouais. facile d'avoir la même. C'est tu ça. vois. On dit qu'il n'y a pas une seule 911 identique qui sort des usines. Par contre, des Tesla, vraiment, il doit y avoir 20 mix-up, je Puis pense, moi, entre une l'intérieur 911, je sais où et je l'ai garé, l'extérieur. Hein Ma 911, je sais où je l'ai garé, hein, si j'en avais. Oui, eu, hein. moi. Pour le coup, je me trompe pas. Mais il y a tellement d'options de personnalisation, Mais tu vois, oui, qu'il y en a c'est vrai, quasiment c'est vrai, c'est aucune vrai. qui est identique à l'autre. Alors que les Tesla, je crois qu'il y a 5 couleurs en tout, ou 4. Tu as 3 jantes possibles et 2 intérieurs. Donc fais les multiplications, Denis, Ouais. tu sauras. Moi, je suis prof de maths, j'ai pas envie de compter. Ça fait pas beaucoup de mix-up possibles. Non, c'est Mais vrai. alors, Et tu peux ouais. vite te retrouver avec la même, au même Le endroit. problème, c'est que. Surtout la blanche. On suppose qu'ils ont déverrouillé en même temps, mais On est pas ils ont quand même contacté Tesla pour leur signaler le problème parce que eux pensent que la clé a déverrouillé l'autre voiture. Donc il y aurait eu une espèce de brouillage des signaux au même moment. Tesla n'a pas répondu de toute façon. Donc voilà, D'accord. démerdez-vous les gens. Une autre news, il roule à 99 km/h. En quoi, selon vous? À 99 km/h, en quoi, En quoi c'est ça ta question. Ouais, À ouais. 99 km/h. Skateboard. Ça a des roues, hein, déjà. Ah la vache, ça a des roues, Ça a des roues. ça roule. Hein. On peut atteindre en vélo, hein, d'ailleurs, c'est ce genre Ça de s'est vitesse-là. passé en Moselle. En En trottinette électrique. Moselle. C'est en route. Ah. Trottinette Ouais, électrique. ça, c'est sûr. ça, on en avait parlé. Il y a des courses de trottinettes aujourd'hui. Certaines atteignent plus de 100. Hein.
en déambulateur, on en dit dans le chat. Alors, non. 99 en trottinette électrique. 99 km/h. Les policiers qui opéraient du coup contrôle de vitesse Épinglé, ont ouais, dû vérifier plusieurs fois. Genre, il y a un bug, les gars. C'est bien une trottinette électrique qui a été contrôlée à cette vitesse. Et comme elle n'avait ni numéro de série ni plaque d'immatriculation, effectivement, elle a été placée en fourrière immédiatement. Évidemment. Voilà, pour rappel, la plaque minéralogique est obligatoire. Oui, au-dessus de 45. Tout engin. Même au-dessus de 25. Pouvant dépasser les 25 km/h, en fait. Donc voilà, il est reparti libre, le chauffard. Mais il y a une procédure routière qui a été ouverte à son encontre. 99 sur une trottinette, c'est. Ah, c'est pas dégueu. Ça doit être marrant. Ah, je sais pas. Ça va booster. Aujourd'hui, une trottinette, c'est ni plus ni moins qu'un scooter, en vrai, sans le siège. Donc, oui, tu équipes avec des bonnes batteries puissantes dual motor, un à l'avant, un à l'arrière. Tu sais, ils font des courses là, de trottinettes sur des petits circuits de kart. On avait retrouvé un champion de trottinette. Ça doit être dur de tenir debout. C'est très physique. C'est très physique. Hyper costaud. C'est physique et souvent, en plus, t'es pas debout, t'es plutôt accroupi parce que plus t'es debout, plus t'es prise au ventre. Donc, pour trouver une prise aérodynamique, t'es souvent un peu baissé d'ailleurs. Jacques Anquart, on baisse la tête. Tu te plantes, t'es mort, quoi. Ah oui, t'es juste mort. T'es juste mort. Et le problème, c'est que la loi, en fait, ne permet pas de le verbaliser. La loi telle qu'elle est faite actuellement. Donc, par contre, tu peux pas lui mettre de prune parce qu'il n'y a pas de permis pour ça. Mais tu peux juste lui prendre. Tu peux peut-être mettre, je sais pas, création de situation dangereuse. Enfin, je sais pas, même quand tu es. Oui, mise en danger d'autrui. C'est pas sur le permis, mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, j'en sais rien après. Mais de toute façon, on est pas. Quoi qu'il arrive, ce qui est sûr, c'est que tu peux confisquer la machine parce que c'est une machine illégale. Elle n'a pas le droit de rouler sur ce genre de machine-là. Ouais, c'est quand même bref. Et un autre qui a conduit alors qu'il n'aurait peut-être pas dû, c'est un jeune homme qui a été arrêté selon les gendarmes en raison d'une conduite hasardeuse, voire dangereuse. C'est dans une publication sur Facebook des gendarmes. Ils l'ont retrouvé au moment du contrôle grimé en Spider-Man. Donc du coup, ils ont trouvé l'anecdote assez incroyable. Donc, ah oui, d'accord. C'est vraiment la main sur le sgeg. S'en bat les couilles. Voilà, ça s'est passé le 10 mars dans les environs de la commune de Fontenay-le-Comte. C'est le Spider-Man de Wish, par contre, vraiment. C'est quand même incroyable. Complètement alcoolisé, le mec avait 2 grammes dans le sang. Il se rendait à une soirée déguisée, donc il avait déjà fait un point A, un point B, voire un point B, un point C. Et il voulait faire une surprise à ses amis. Alors, suspension immédiate de permis. Donc voilà. Fatigué. C'est 1,88 grammes par on est litre. obligé de voir le visage de la personne qui conduit. C'est obligatoire en plus. Ouais. T'imagines, tu le flashes? Ah oui. Tu vois ça sur la photo, qu'est-ce que tu... Déjà, tu pars. Ah bah oui, pour rappel, la limite, c'est 0,25 mg de litre d'air. Voilà. On était largement au-dessus. Mais bon, c'était pour l'anecdote. On a une porte qui tente de s'ouvrir, peut-être. Ouais, c'est pour faire entrer notre invité juste après. Un invité qui arrive tout de suite. Le jingle. Un invité qui va nous rejoindre. Et quel invité! J'ai préparé une petite présentation avec Romain. Double champion de France GT. Bonjour Anthony Beltoise qui nous rejoint. Double champion de France GT, triple vainqueur de la Porsche Carrera Cup France. L'ADN de la gagne étant lui clairement pilote professionnel, pilote essayeur pour Automoto, ambassadeur Jaguar France, issu d'une grande famille de sportifs. Quand je disais que c'était dans l'ADN, fils de Jean-Pierre Beltoise, neveu de François Sévère. Vous connaissez? Oui, il y a quand même des mots, Jean-Pierre Beltoise. Il y a quand même des mots, François Sévère, c'était le beau gosse. Tout le monde le connaissait. Forcément, ça traversait les âges. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Merci énormément. Et c'est grâce à Romain aujourd'hui qu'on t'a et qu'on va pouvoir te poser plein de questions. Voilà. Et dans le chat, n'hésitez pas à nous poser des questions. Oui, si vous avez des questions pour Anto, n'hésitez pas. Anthony, merci d'être venu. C'est super cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Marie t'a super bien introduit, pilote professionnel, beaucoup de titres en Formule 3, en GT, en Le Mans. Tu as fait à peu près toutes les catégories possibles et imaginables. Tu es maintenant pilote essayeur sur Automoto et tu es effectivement le fils de Jean-Pierre Beltoise et le neveu de François Sévère. Alors, forcément, une famille qu'on connaît, le nom rayonne.
Quelques petites questions pour toi. Je crois que le chat en a aussi quelques-unes, j'imagine peut-être On pas nous dit déjà. déjà Mais... quel CV, quel crack. Bah, voilà, Ouais. c'est ça. Ça va. Ce qui est extraordinaire avec le nom de la famille Beltoise, c'est que ça perdure. Le nom reste là, tout le monde le connaît. Et bravo à vous, ça c'est super. Et la première question que beaucoup se posent, c'est quand tu es le fils de Jean-Pierre Beltoise, le neveu de François Sauvert, est-ce que pour toi c'était une évidence de faire du sport auto? Est-ce que c'était un rêve de gamin? Est-ce que c'est quelque chose qui était normal pour toi et que c'était la grande lignée? Alors, faire du sport auto, c'était pas forcément une évidence, mais toucher à tout ce qui était sport mécanique, oui. C'est-à-dire que moi, voilà, avec mon frère, dès qu'on était en âge de marcher, on a eu une moto. Dès qu'on était en âge de conduire, c'est toucher les pédales. 9, 10, 11 ans, on a conduit des voitures. Donc ça, c'était une évidence. Après, le sport auto, c'était plus compliqué parce que on connaît les contraintes du sport auto. C'est pas évident. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. Il faut beaucoup d'argent. Donc, pour Julien et moi, ça a été l'argent était compliqué. Donc, du coup, notre papa nous a inscrits à une école de pilotage qui était l'école ELF, la Winfield. À l'époque, ça devait coûter 1 500 francs. Tu avais peut-être 200 candidats et au fur et à mesure des éliminations, quart de finale, demi-finale, finale, on n'est plus que 5. Et j'ai réussi à gagner le volant ELF, c'était en 92. Avec de la grosse concurrence en face en plus, je crois. Ouais, c'était face à Nicolas Minassian, Voilà, c'est ça, Stéphane pardon. Sarrazin, enfin Ouais. des pilotes qui ont fait ici une très très belle carrière et qui sont des amis. Et qui ont, voilà, tous ceux qui ont gagné le volant ELF, c'est Prost, c'est Tambay, c'est Lafitte, c'est Arnoux. Voilà, ont tous eu des grosses carrières. C'était vraiment l'école à faire si on voulait devenir un jour, avoir la chance d'être pilote professionnel, parce que ELF, vous payez l'intégralité de la De la saison. saison derrière. Ouais, c'est ça. Une saison complète de payer ça. direct avec seulement 1 500 francs d'entrée, c'est ça? À l'époque, c'était 192. Ah ouais, Ouais, autre époque. c'est Par bien. contre, si je dis pas de bêtises, contrairement à tous ceux qui l'ont gagné ou tous ceux qui étaient en finale contre toi, tu as fait très peu de cartes avant. Je crois que Julien et toi, vous n'avez pas fait beaucoup de cartes, vous n'avez même pas fait de compétition de cartes, Non, qui est très peu. l'entrée principale, normalement, à l'école d'accès, quoi. Ouais, c'est vrai, très peu de cartes. C'est vrai que le kart, c'est l'école de. Je dis pas que c'est forcément l'école de la conduite, mais c'est l'école de, comment te dire, de la gagne, de La gestion, compétition. de la ouais. compétition, de la gestion du stress, de prendre des Jeune départs. âge, quoi. T'es formaté très tôt. Bien sûr. Euh, L'école de la piste, la trajectoire, du ouais, peloton. la trajectoire, tu l'as, le sens de la trajectoire, le Ok. feeling, ça, tu peux l'avoir. C'est plus par rapport, comme vous disiez, c'est pratiquer le sport. Et donc, tout ce qui va autour, le stress et avoir confiance en soi. Bien sûr. Donc, là, quand tu débarques direct en Formule Renault face à des champions du monde de kart, des champions d'Europe, des champions de France, et que ça commence à te mettre des coups de roue partout, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Moi, c'est pas ça le sport auto. Les mecs sont Moi, pour déjà moi, c'est le habitués à sport gérer le auto, c'est la stress, finesse, ouais. chercher le chrono. Après, j'ai été très baigné dans l'école des années 70. Mon papa, mon oncle, c'est 70, c'était plutôt une école très gentleman. Bien sûr qu'ils étaient aussi. C'était très dur, ça restait du sport, mais avec comme ce côté gentleman. Et moi, dans les années 90, c'était côté guerre. Ah oui. La guerre, quoi. J'imagine déjà qu'à l'époque de ton père ou de François Sauvert, et en plus malheureusement on le voit avec lui, c'est un exemple, mais ils n'étaient pas tous sûrs d'être là à l'arrivée de la saison, et ni même à l'arrivée de la course. Et j'imagine que l'état d'esprit était autre quand même, qu'il y avait peut-être un respect permanent de tes adversaires qui était... Enfin, je sais pas, mais j'imagine que la philosophie doit changer quand même. Exactement. Voilà, je ne connaissais pas bien les statistiques de l'époque, mais je pense qu'en 10 ans, il y a peut-être eu 15 morts. Ouais, Ça fait c'est- un par an. Bien sûr. Un par an, ils savaient tous qu'en prenant le départ, il y avait une chance sur 10 ou sur 20 du pourvoir un de leurs collègues. Donc, Ouais, c'est j'étais mon petit, mais papa ouais. s'estime un miraculé. C'est ça, voilà. J'allais dire j'étais petit, mais j'ai entendu ton père dire qu'il considérait qu'il était un content d'être en miraculé. vie, tout simplement. Voilà, Quand tu c'est discutes ça. avec des mecs comme Jean-Pierre Jarier, comme Jacques Lafitte, comme Jackie Stewart, voilà, ils sont aujourd'hui très contents d'être en vie. Et c'est vrai que ça avait cette notion d'être solidaire entre eux. C'est pour ça qu'ils mangeaient souvent ensemble le midi, le soir. Il y avait un vrai respect mutuel. Ça n'empêche que ça peut être aussi un vrai combat sur la piste, mais pas un combat de fou furieux parce que les voitures étaient trop dangereuses. Et même, c'était pas les concurrents entre eux qui étaient dangereux, c'était tout simplement Ouais. le circuit. Le sport en lui-même était dangereux. Le circuit, les vitesses atteintes, la sécurité, rouler sur l'ancien Spa, c'est complètement débile. Non, mais On est d'accord. c'est on comment ça existe. Pas faux. Vous roulez sur le Nürburgring en F1, c'est Oui, ouais, Wow. ça n'a aucun sens. Ouais. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Même aujourd'hui, ça n'a aucun un sens. sens vraiment. du risque absolument incroyable. D'ailleurs, pour expliquer à ceux qui nous regardent dans le chat et qui ne connaissent pas, on parle du danger. François Sauvert, donc ton oncle, s'est tué, si je dis pas de bêtises, au Grand Prix des États-Unis, plus ou moins au niveau de ta naissance, 72, 73, quelque chose comme ça. Ouais, alors tu viens de mentionner ça, donc c'est les 50 ans de sa disparition. C'est Ah bien ouais. ce qui me semblait. Wow. En qu'on est- 73, et c'est fou encore la popularité de ce nom, la popularité C'est de fou, hein. ce mec
qui avait certainement un charisme incroyable, qui devait être champion du monde. C'était le successeur de Stewart. Le Petit Prince, on l'appelait. Voilà, donc c'est absolument incroyable encore sur les réseaux et ailleurs. La popularité, la notoriété, l'admiration qu'ont encore les gens pour François Sauvert, parce que malgré qu'il ait 50 ans de passé, ça intéresse encore. J'ai encore des gens qui sont nés dans les années 80 qui connaissent par cœur sa carrière. C'est fou. C'est incroyable. Carrière fauchée pourtant assez jeune, beaucoup plus jeune que ce qu'il aurait pu, ou il aurait dû, la carrière plus courte. Et pourtant, effectivement, on le connaît super bien. Alors, il y a en plus des images d'archives qui ressortent de temps en temps, où on le voit au Mondial de l'Auto, arriver au bras, enfin, avec Brigitte Bardot au bras, des choses comme ça, qui dit, quand on lui demande, vous aimez le sport auto? Elle dit, non, je préfère les pilotes. Enfin, voilà, il y a tout un quelque chose qui va bien. Il était beau gosse. Voilà, c'était l'époque où c'était quelque chose d'être pilote, mais. Belle ADN en tout cas. Et du coup, pour revenir au fait que tu n'aies pas fait beaucoup de cartes, comment ça se fait? Est-ce que c'est ton... Ah oui, voilà, on voit une photo justement de François Sauvert dans sa F1. C'était une Tyrrell. C'est une Tyrrell, c'est ça. Ouais, je sais pas quelle année c'est celle-là, mais c'est pas la Tyrrell la plus connue qu'on voit, mais... C'était quand même des monstres, les voitures à l'époque. C'était impressionnant. Moi, quand je vois la proximité du bloc moteur des pilotes, ça me fait tellement peur. Ils sont fous. Les jambes qui dépassaient l'axe zéro avant. Oh là là. Tu tapais, la mort qui prenait le premier, c'était les chevilles, les jambes. C'est ouf. Alors justement, pas beaucoup de cartes. Pourquoi? Est-ce que finalement ton père t'as pas trop poussé, ou au contraire il était tellement exigeant qu'il y avait des étapes d'avant? Comment t'expliques le fait que justement en étant fils de Jean-Pierre Beltoise, dès 5, 6, 7 ans, vous n'avez pas été mis dans un kart comme beaucoup? Parce qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, c'est ça. Au contraire, il était d'accord. Il connaissait comment dire, la difficulté de ce sport. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. On voit, il y a combien de pilotes français? Il y en a 2. Oui. On a de la chance. On a de la chance. On a de la chance l'année. Voilà. Donc, et puis lui, dans sa tête, le sport auto, c'était mental. C'était pas tellement la pratique. Et il a pas tort. Aujourd'hui, la différence entre un excellent pilote, un Verstappen et un Perez, c'est pas qu'ils conduisent tous très très bien. Sauf qu'il y en a un autre qui a un mental supérieur, qui a une finesse supérieure. C'est pas parce qu'il a fait 10 ans de kart de plus que Perez, Verstappen, qu'il est meilleur aujourd'hui. Ouais. Mais donc lui, c'était sa mentalité, c'était sa façon de voir les choses. Et donc les études en priorité. Et donc il a fallu attendre d'avoir chacun, mon frère et moi, notre bac pour pouvoir toucher le sport auto. Okay. Il y avait un milestone à choper avant. Ouais. Et j'ai fait un tout petit peu de cartes, avant le bac, un peu en loose day, tu vois. Mais il l'a su et il a arrêté le truc, quoi. Ah ouais. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y avait une peur peut-être de son côté, tu vois, d'être toujours l'ombre qui va peser sur ton nom? La peur que tu sois identifié comme le fils d'eux? Non, l'ombre, c'est pas tellement ça. J'ai beaucoup de pression, ouais. C'est sûr. Au début. Donc, tant que tu n'as pas gagné, tant que tu pas, entre guillemets, prouvé à toi-même que tu es capable de gagner, tu es toujours le fils d'eux. Alors, parce que tu regardes une feuille de Formule Renault dans les années 90, personne n'était connu. Et tu vois Beltoise. Alors, Beltoise, tiens, il est dans les premiers. C'est normal, c'est le fils de son père. Ouais. Il est dans les derniers. C'est pas le fils de son père. Tu vois. C'est ça. Donc, alors, il a référence. T'es plus regardé que les autres. T'es plus sur les feux des projecteurs que les autres. Et t'as moins le droit à l'erreur que les autres. Et c'est là où peut-être la formation karting m'aurait peut-être aidé un peu plus à mes débuts, où j'ai fait quelques bêtises parce que j'étais pas formaté à faire du sport auto de haut niveau. Après, c'est à partir de la F3 et puis après, surtout mes années Porsche Carrera Cup, GT, où il m'a fallu presque 6-7 ans de sport auto avant de vraiment prendre confiance en soi. Et tant que t'as pas vraiment gagné une course, fait des pole positions, c'est difficile d'avoir confiance en soi. On se pose la question de la légitimité de sa présence. Tu dis, j'ai du potentiel, mais pourquoi j'arrive pas à l'exprimer? Donc, tu cogites. Pourquoi j'y arrive pas, quoi. Donc, puis un jour, tu gagnes. Et puis un jour, ça le déclic, quoi. Déclic, tout se met, tout s'aligne, et c'est une libération. Et après, tu deviens imbattable. La gagne appelle la gagne, on dit souvent. Alors après, tu as roulé sur des formules où les voitures étaient quand même un peu moins différentes que en Formule 1 peut-être aujourd'hui. C'est qu'en Formule 1, la voiture compte beaucoup. Mais il y a des formules, les formules Renault, etc. Quasiment tout le monde a la même voiture. Jusqu'à la fin, c'est monotype. Exactement. C'est, tout le monde a la même voiture. C'est le meilleur qui gagne à la fin, point final. Il y a des ingénieurs évidemment qui font le travail autour, mais c'est une équipe qui travaille derrière. Mais la gagne appelle la gagne, pour de vrai. Ouais, c'est cette rage de vaincre, cette envie, cette envie de dominer, cette confiance en soi, que toujours, voilà, jamais surconduire, rechercher la perfection, tu sais que c'est ça parce que tu as goûté, tu as vu que c'était comme ça que ça marchait. Parce que
Moi, souvent, je me suis dit, mais je comprends pas, je fais que 5e ou 6e, pourtant j'ai l'impression d'attaquer comme un fou, quoi. Je ne comprends pas qu'un mec puisse attaquer plus que moi. Et parce qu'en fait, tu attaques trop, tu en fais trop, tu freines trop tard, tu fais des petites erreurs. Et c'est pas ça le pilotage. Le pilotage, c'est la recherche de la finesse. C'est se toucher, c'est comme un peu un tennisman, se toucher de balle. Ouais, C'est ça ouais. que je veux dire. C'est pas celui qui va frapper forcément le plus fort, c'est celui qui a le meilleur toucher de balle. Et en sport auto, le pilote, c'est pareil. C'est génial à écouter. Hein. Ouais. C'est int- incroyable. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais j'avais lu justement que quand tu avais participé aux 24 heures, tu avais parlé justement des conseils que t'avait prodigué ton père Ouais, et que c'était plus des conseils finalement de sécurité exactement. et pas forcément un discours d'hyper gagne parce qu'on les connaît aussi les champions qui sont formés par leur père. On les voit sur les cours de tennis. Des fois, il y a une pression de fou en mode tu vas gagner, tu vas gagner. Lui, c'était plus un discours sur la sécurité. Ouais, sur surtout ces sur choses le qu'il fallait Mans. voir. Sur le Mans, il fait partie d'une génération et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Ouais. C'est une des courses les plus dangereuses au monde et j'ai rien contre le Mans. C'est une des courses les plus magnifiques, mais la fois les plus dangereuses parce que rouler à 330 km/h en ligne droite National. De nuit. de nuit et là, tu vois Ouais. pas la flaque d'huile. Tu vois une crevaison qui peut arriver. Les GT qui Il y a des s'envolent, tu voitures vois qui pas. volent. C'est vraiment, Et là, tu es en ligne droite, il n'y a plus de pilotage possible. Ouais. Une crevaison à 330 km/h, tu peux t'appeler Verstappen, tu la contrôles pas. C'est ça. Ouais. Donc, c'est cette peur-là qu'il avait. Et puis, à l'époque, j'ai lu récemment un article de Bob Volek, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un grand monsieur aussi du sport auto, et qui disait j'adore le Mans, mais ma hantise, ma crainte, c'était physique, c'est cette ligne droite des Hunaudières. Parce que le moindre pépin mécanique, je savais que. Puis à l'époque, il n'y avait pas la chicane. terminé. Enfin, il n'y avait pas les deux Il y chicanes. avait pas la chicane, mais il y a grande ligne récemment droite. des mecs qui se sont tués Bien bêtement, sûr. hein, franchement. Et t'as vu un accrochage chaud, toi, avec Alan McNish en Ouais. 24 heures du Mans. Toi, t'es en GT dans une Ferrari, Ouais, si je dis pas de bêtises. 12 ou 11, je sais plus. On aurait dû mettre les images parce que Ouais, ça, c'est impressionnant. vous sortez, tout le monde sort indemne, même le public sort indemne, alors Mm. qu'il y a des morceaux, je sais pas si Denis en régie, vous aurez le temps de retrouver, mais l'incident est... Ah, où tu tapes Crash McNish Beltoise. Oui, ça tu l'as sortira direct sur rapidement. YouTube. L'accident est hallucinant. On en parle librement parce que tout s'est bien passé. Ouais. Mais c'est honnêtement, ça c'est aussi une belle pub pour la protection et la sécurité des pilotes parce que quand tu vois ce qui reste de la voiture de McNish, je sais plus sur quelle voiture il est, mais il est sur Audi. un proto, une Audi. Voilà, regardez, on regardait. Donc la rouge, c'est Anthony. Et là, mais Oh c'est hallucinant. C'est la hyper Ferrari, ouais, moi, impressionnant. j'ai rien, mais lui, la voiture est détruite. Et en fait, d'ailleurs, personne n'est vraiment en tort là-dessus. C'est classique au Mans, c'est qu'une GT croise une LMP ou un proto et ça n'a pas les mêmes puissances, ça n'a pas les mêmes Alors, caractéristiques. il est en train de prendre la tête sur l'autre Audi, donc Oula, Ah ouais, voilà, oui. ouais. c'est ça. et donc il peut plus relâcher. Et nous, en GT, moi, je peux pas faire un check rétro à ce moment-là en ce virage parce que c'est un virage qui est à fond, mais à fond, si t'es bien concentré, donc tu peux pas faire le check rétro Ouais, qu'elle est là. bien sûr, classique. Et surtout, j'avais fait moi un check rétro juste après la sortie de la Ouais, chicane d'Alop. ouais. Là, je vois une Audi à gauche, je suis sécurisé, je vois pas McNish à droite, qui est en train Oui, de doubler. Bien sûr. Donc je me dis, moi, l'Audi à gauche, ça va me faire l'extérieur, j'ai pas de problème. Et McNish, bon, après, il est chaud aussi. Ouais, Il est c'est ça. réputé pour ça. Aussi, réputé pour Il ça, a ce que plongé j'allais la dire. corde encore. mais bon, après, je comprends. Il a pris un risque, mais un risque, quand tu es pilote Audi, que tu as la voiture pour gagner le Mans, que c'est la première heure de course, est-ce que tu vas prendre Ah oui, on est en début de course en plus. Là, La c'est première vrai. heure de course. Là, il a ruiné votre course à tous les deux. T'es pas reparti, toi, si Si, je suis reparti. t'es reparti, mais- on est ok. reparti, mais- Lui, il est pas reparti. Je Ah bah lui, non. Ah là, non. Mais honnêtement, entre le fait que toi, tu n'aies rien, que lui n'ait rien, et que dans le public, on a vu la voiture se désintégrer et qu'il ne se passe hyper rien, impressionnant. c'est Ah ouais, si tu c'est mets un génial. ralenti, il y a le demi-train de pneus qui tombe à, je sais pas, à 1 mètre d'un photographe. Oh là là. Oh, Le mec. Donc là, en tout cas, ça s'est bien passé, et tant mieux. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un super lien pour la suite. Bon, on a vu une carrière géniale, GT, Formule 3, enfin monoplace, Le Mans, tout ça. Si tu devais ressortir, allez, 3 plus grands souvenirs. Je suppose qu'on t'a posé la question 1000 fois, donc tu as déjà la réponse, mais les 3 plus gros souvenirs de ta carrière jusqu'à On va dire jusqu'à que aujourd'hui. c'est volant elf. Ouais, Mmh. bien sûr, Ça, évidemment. c'est sûr. Volant elf, parce que voilà, je sors de pension, j'ai pas fait de carte. Donc là, je m'inscris à ce volant elf. T'as quoi, puis à t'as Manicourt. 16 ans, 17 ans Ah non, non, j'ai 21 ans. 21 ans, ouais. Ah ouais. wow. Ouais, parce que j'étais un peu branleur à l'école, donc j'ai eu le temps d'avoir le bac. Mais voilà, l'histoire, parce que c'est mon oncle, François Sauver, comme on en parlait tout à l'heure, a gagné le volant Shell sur ce circuit, mais qui est devenu après volant Elf. Donc il y a une belle histoire de ma filiale, ma grand-mère était là, mes parents étaient là, tout le sport auto était là, une pression incroyable, des pilotes contre qui je me battais, qui avaient un palmarès de fou. Et déjà, être arrivé en finale, j'étais super content. Et puis, le jour de la finale, j'étais imbattable. Donc, juste fabuleux, quoi. Après, ça a été. Bon, après, j'ai gagné des petites courses, Coupe Caterham, des choses comme ça. J'ai fait des pole positions en Formule Renault, des podiums. Très beau souvenir. Première course de Formule Renault, podium au Mans. Alors, rarement un volant elf a fait ça, un podium. Et après, je sais pas, je me suis mis la pression. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, on va pas en débattre pendant des heures, mais bon.
c'est un beau souvenir. Première course Formule Renault, après première course, premier podium en Formule Renault. Donc juste après, dans l'enchaînement. Après saison en demi-teinte, machin. Après, je fais un peu d'F3. Je gagne pas une course, mais je fais des pôles. Je fais vice-champion. Je fais 2-3, mais je fais vice-champion, je gagne pas. Donc, pas de vraie victoire avec une significative. Et là, il se passe qu'après la F3, je fais un peu de 3000, moyen, sponsor, budget compliqué. Ça s'arrête à mi-saison. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis en 97, j'ai plus de volant, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur une catégorie qui, voilà, tous la même voiture, à pas trop cher, et dont les primes, si tu fais de bons résultats, les primes peuvent te financer ton week-end. Et à l'époque, c'était la Renault Clio Trophy. Ah Clio ouais. V6. Ah ouais. Donc Ça te là, parle, ça, Ken? Ah ouais, ça me parle de quoi, ouais. et là, c'était un super championnat européen, donc tous les meilleurs pilotes européens, tout dans le top. Donc pareil, devant, pôle, P2, P3, pas de gagne encore. Et là arrive Monaco. Monaco, c'était 99, pôle, victoire, meilleur tour. Incroyable. Bim, ça te positionne. En plus, à Monaco, quoi. Voilà, Monaco, l'histoire familiale, ce Grand Prix que mon papa il gagne, c'est Monaco, 72. Donc là, en fait, voilà, le déclic, il était là, quoi. Il était là. Je regagne en 2001. Ok. Je regagne en 2001, et puis après, sont arrivées toutes mes années Porsche Carrera Cup, 2004 à 2010. Je fais 50 Porsche Cup. Je suis 3 fois champion, 2 fois vice-champion. Après, j'enchaîne sur le GT. Bon, voilà, après, c'était top. Ça a été le déclic. Tu parlais de déclic tout à l'heure, ça a été ça, quoi. Ça a été finalement cette course-là en GT. Monaco, un circuit hyper difficile. Et voilà, ça a vraiment été le déclic. Enfin, t'es capable de le faire, quoi. Alors justement, on parle de Monaco. Alors, je ne savais pas si tu allais le citer dedans. Là, on ne peut pas parler forcément de souvenirs de carrière. C'est rapide, les mecs à la régie. Oui, ils réagissent bien. En direct, hein, zéro embrouille. Tu ne l'as pas cité dans tes plus beaux souvenirs de carrière, parce que là, on ne parle pas de carrière, mais j'imagine que dans ta vie, ça a été un grand souvenir. Je voudrais faire un petit focus sur 2016, justement, Grand Prix historique de Monaco, où tu as conduit forcément la Matra de ton papa, sur lequel il a remporté ce même Grand Prix. Non, parce que c'est sur la BRM qu'il remporte. Mais donc la Matra avec laquelle il a eu beaucoup de succès, la fameuse voiture bleue qu'on connaît, tout le monde connaît. C'était comment? C'était quoi de piloter cette voiture à Monaco? C'est pas un grand souvenir sportif parce que voilà, ça marchait pas hyper bien. Voilà, c'était appartient à un propriétaire qui avait cette voiture qu'il a juste sorti du garage pour cette opération. Moi, j'étais aussi très très stressé. Et mais par contre, c'est un énorme souvenir émotionnel. J'ai chialé tout le week-end. Ah ouais. Quel hommage en même temps. Et puis, c'était qu'un an après la disparition de ton papa. Donc, même pas, oui. Parce que je crois que c'était 3 mois après. Hein. Là, on est en 2016. Ouais, c'est ça. Ah non, oui, t'as raison. C'est un an et demi après, je crois. C'est ça. Hein, mais dans la foulée, quoi. C'était dur. Tu vois l'émotion du truc. J'avoue. Puis bon, faut piloter ce machin-là, quoi. Même si j'imagine, comme tu le dis, que t'étais j'étais vraiment en mode hommage, voilà. Mais ça devait être un moment fort. Mais c'était un moment très fort émotionnellement. Ouais. Et, je remercie tous les gens qui m'ont permis de faire ce projet. Ça devait être un beau moment. On a des questions de chat. Ah, super. On en a une, on en a plusieurs, mais par exemple, une qui dit... Alors, quelqu'un demande si c'est toi qui as testé la Alpine. Justement, le test de l'Alpine dimanche dernier sur Automoto. Alors, je l'ai testé pour Automoto, mais pas dimanche dernier. Je l'avais testé en amont à Jarama. Et là, dimanche dernier, ils ont fait le chrono face à la Porsche 700, la Porsche GT4 RS. Voilà, parce qu'en fait, j'étais pas là, j'étais en déplacement. Donc, j'ai pas pu faire ce comparo. Mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions de le faire. Mais l'Alpine R est très, très sympa à rouler. Alors justement, on nous demande, c'est Noble 219 qui dit, avec tous les essais que tu as fait dans Automoto, est-ce que tu as une préférence de voiture de série à piloter? Oui. Je vais aller sur Porsche. Ça va pas dégueu. Tout est supercar. Porsche, Lambo, Ferrari, voilà. Mais Porsche, petit cran au-dessus. Ça reste un peu plus utilisable quand même. Hein. Plus facile au quotidien. Voilà. Fiabilité. Ouais. Ce flat 6 Atmo, sonorité exceptionnelle, que ce soit dans le GT4, dans la GT3 ou dans les autres 911, c'est une sonorité hors norme. Et puis voilà, c'est une voiture, vraiment, tu peux attaquer sur circuit, tu vas mettre vraiment, tu lui rentrer dedans 10, 15, 20 tours, tu rentres chez toi, elle est fraîche. Ouais. Voilà,
On nous C'est ça, dit la un beauté. vrai dans le chat. Un vrai, Bordel. un vrai. Ouais, bah oui. Ouais. Justement, Oh là là, qu'est-ce qu'elle est c'est belle, la celle-ci. meilleure passerelle pour savoir comment tu en es arrivé à devenir pilote Ah ouais. essayeur officiel. Après une carrière comme ça, ouais, qu'est-ce qui fait que tu t'es passé sur Automoto? Comment est venue l'opportunité et est-ce que ça te plaît toujours autant? Parce que ça doit être génial de faire ça, quoi. En fait, j'avais commencé à bosser, tu vois, avant de faire le volant elf, donc 90-91, je bossais à Autoplus. Je faisais une mini chronique et puis je faisais un peu de convoyage. Enfin, j'étais dans un peu ce milieu des médias. Suite à ça, le patron d'Autoplus, qui s'appelait Eric Batt, a monté un autre canard qui s'appelait Autolive. C'était le premier canard à faire des essais vidéo et qu'on faisait avec mon frère. Ok. Qui est pilote aussi, Il retrouve hein. ça, C'est celui-ci ça sur s'appelait lequel on voit la les Clio. essais rock'n'roll des frères Beltois, je crois. Qui est au V6 contre. Vous avez fait fait R5 Ouais, Turbo, c'est ça. trucs comme C'est ça. On génial, a fait cette vidéo. quelques-uns. On a fait Audi, Attrape, on a fait pas mal de trucs. Donc, petite expérience dans l'audiovisuel. Et puis après, ce canard, il a fait faillite, enfin, ça s'est arrêté. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ouais, j'aimerais bien continuer un peu dans cette voie-là. Et j'avais moi-même été démarché à l'époque, c'était comment il s'appelait? Je sais plus que c'était à TF1. Enfin, mon papa connaissait tout le monde, donc c'était facile, entre guillemets, d'avoir l'entrée, le point de contact. Donc, j'avais posé candidature. Et puis, pas de son, pas d'image. Non, on n'a pas besoin, pas besoin. Et puis, 6 mois après, ils avaient peut-être une urgence. Ouais, est-ce que tu es dispo, genre demain? Et puis, on a fait là, Oui. une Viper, Attrape. Ah, sympa en plus. Et puis, c'est parti de là. Et ça, c'était ils quand? sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles. Et je crois le premier sujet, je sais pas quand ça remonte, mais. Il y a 10-15 ans, plus 15 ans. Ah ouais. Ouais, d'accord, c'est ça. Donc ça fait un petit moment. Ouais, C'est pour ça beaucoup connaissent aujourd'hui Anthony Ouais. grâce à Automoto. Parce que Oui, tout beaucoup le dans le sport. chat, hein. Bien sûr. Le sport auto, tout ce que tu as fait, les GT, tout ça, tu as une carrière extraordinaire. Oui, mais mais il c'est pas faut s'intéresser. Voilà. Au point d'Automoto. Automoto, je crois que ça fait 1 million tous les dimanches. C'est ça. Sûr que, voilà, C'est l'image populaire, elle est là. quoi. c'est sûr. La force de la télé, c'est incroyable. D'ailleurs, je le vois, tout le monde le sait, que je travaille avec Julien, ton frère, et à chaque fois qu'on parle du nom beltoise, ah mais du coup, Anthony, voilà, Automoto, tout le Non, temps, ça ressort super, tout le temps, fait tout le temps. super vraiment. notoriété, c'est Ah ouais, une super équipe. J'essaie que des voitures d'exception. Moi, je me régale. Hein. C'est sûr, même ça fait très longtemps que je le fais. J'ai toujours la banane, cette envie, l'œil qui brille. Je suis pas du tout blasé. J'essaie de faire, d'être vraiment le plus naturel possible. Je parle comme je suis. Enfin, je joue pas un rôle, j'ai pas de texte à réciter. Quand je fais youhou, c'est vrai, quoi. Je me régale. J'ai la banane. Ouais, d'ailleurs, à part, vas-y. Oui. Ouais, moi j'ai une petite question. Il y a une compétition, une course dans une catégorie particulière que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire, que tu aimerais encore faire aujourd'hui. Une course particulière, je sais pas, un Dakar, quelque chose, dans une catégorie Ouais. peut-être inexplorée encore. Quelque chose, un défi personnel, pas forcément quelque chose pour la performance, mais un truc que tu n'as pas encore testé, que tu aimerais bien tester pour l'expérience. En effet, tu as raison. Vivre une aventure humaine. Ouais. Voilà, pas forcément le Dakar. Bon, le Dakar serait top, mais même un rallye raid. Un rallye raid, ouais. Une belle aventure, Ouais. des paysages de fou, Ouais. un coéquipier, une super auto. Même si ça reste quand même aussi hyper dangereux. Hein. Oui, Je bien serais sûr. quand même en mode fais super gaffe. Mais c'est vrai que c'est voilà, pour l'aventure humaine, les paysages, la difficulté de certains passages. Parce que c'est une vraie souffrance hein, quand tu les vois. Ouf. Et c'est vrai que c'est un peu le seul truc que j'ai jamais fait. Et puis j'aimerais bien aussi, une chose que j'ai jamais faite, c'est la montée de Pikes Peak. Ah, J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ah ouais. Ça a l'air tellement impressionnant. Ah ouais. Ça a l'air ouf. Bon, aujourd'hui, c'est tout bitumé, mais à Oui, l'époque, mais quand même, mais quand même, même bitumé, j'aimerais bien le Bon, vivre. c'est très bien bitumé. Hein. Plus Pike Peak que Goodwood. Pardon? Plus Pike Peak que Goodwood. Ouais, je pense que c'est Pikes Peak, c'est impressionnant. mythique, Ah, c'est qui? ouais. C'est Lob qui monte, ça, c'est ça? Les Ça, images. ça doit être. Ouais. Ça, bah, c'est c'est la Peugeot, ouais, c'est ça. Ouais. C'est là-bas. Ouais, ça va je sais être- plus combien, c'est 160 virages. C'est fou. Ouais, c'est Ça doit être fou. débile, C'est fou. complètement. 10 débile. minutes de montée. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est là où ça se compare pas avec Goodwood qui dure 2 minutes, où c'est pas du tout comparable. On avait failli faire Goodwood ensemble. Et d'ailleurs, bah, super transition. À part la Beltoise BT01, laquelle des voitures t'as le plus marqué dans tous les essais automoto que tu devais faire? Si tu devais retenir une. Oh, c'est hyper dur. Ouais, je sais, mais allez, c'est- une comme ça, celle qui t'a. Pas forcément celle que t'as le préféré, mais l'essai qui t'a le plus marqué, choqué ou je sais pas, ou qui t'a mis plein la gueule. J'avais fait une Lambo, je sais plus laquelle, mais j'avais été surpris de la violence de la voiture. Je sais C'est plus ça, le c'est modèle. la violence, ouais. Et c'était d'une violence. Je dis, mais comment on peut vendre ça sur la route, quoi? C'est un truc de fou. La violence d'accélération, violence à chaque fois que tu passes un rapport, tu te prends un coup dans les reins. C'était hyper, vraiment extrême de folie, quoi. Voilà. Mais après, quel modèle c'était, je te jure, je m'en souviens pas. Est-ce que tu avais essayé aussi la Moby Dick, non? Non. Non, c'est une Je fais un petit démo de petite rien du démo tout. comme ça, Rien d'accord. du tout, ouais. J'ai Ça pas va poussé être à fond. Ça va être assez impressionnant aussi. Ça. Voilà.
Il y a d'autres- On a une Ouais, question j'allais dans dire, le je suis sûr chat. qu'il y a d'autres questions dans le chat. Justement, quelqu'un qui demande si tu as pu déjà tester des jeux vidéo très réalistes, peut-être des simulateurs, des courses de voitures. Est-ce que ça permet de bien apprendre à conduire pour ensuite pouvoir bien conduire dans la réalité? Alors, personnellement, non, parce que pour être très sincère, je suis nul, je suis pas bon là-dessus. Mais quand tu vois aujourd'hui que des Ah, des pilotes, joueurs, je ouais. sais pas comment ça, des simmers, Ouais, Des sim simmers. racers, des sim Des racers, sim ou des racers. streamers, de ce que tu veux. et ben tu les mets dans une vraie voiture, et ils sont pas loin, quoi. Ils sont Ouais. même bons. Ouais. Donc c'est vraiment surprenant. Et quand tu vois que inversement aussi, des pilotes Bien sûr. professionnels Bah, font Lando aussi leurs Norris, courses. qui Voilà, fait ses petits, c'est ça. ses petits streams pépères dans son C'est simulateur. ça, Verstappen qui fait ses 24 heures du Mans, son Ouais. team, machin. Je trouve ça. Ouais. Je comprends qu'ils prennent du plaisir déjà à le faire, parce que c'est un effort de concentration énorme. On retrouve, je pense, certaines sensations du pilotage d'une vraie voiture. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que ça sert à quelque chose. Et puis même, je dirais, pour le débutant ou le gentleman driver ou même le pilote pro qui connaît pas un circuit, ça permet de dégrossir un maximum. On connaît tout de suite les points de frein, les repères, parce que les repères visuels sont exactement les mêmes que ce quand on arrive sur le jour J. Donc c'est vrai que plutôt qu'à l'époque où ça n'existait pas, mettre 15-20 tours à mémoriser le circuit, aujourd'hui, en 5 tours, on est calé. Petite question, si je peux, Marie. Bien sûr, bien sûr. Comment tu envisages l'avenir du sport automobile, du coup, aujourd'hui? On est vraiment merci. en pleine évolution dans le sport automobile. Les voitures n'arrêtent pas de changer. Les normes sont de plus en plus importantes sur le sport mécanique. À ton avis, c'est quoi l'avenir du sport mécanique? J'ai pas de boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus d'électrification. C'est ce qu'on nous demande dans le chat, hein, ton avis justement sur l'électrification. Il y en aura de plus en plus, mais il va servir à quoi l'électrification? Soit éventuellement avoir un boost Booster les performances, ouais. de performance, permettre de faire les tours sous safety car en 100% électrique, Ah oui, ça, j'avoue, c'est pas mal, ça. permettre de faire Ah, j'avais pas pensé ça. tout aller des stands en 100% élec. Ah ouais, j'avoue. Voilà, mais aujourd'hui, faire les 24 heures du Mans, par exemple, c'est impossible. c'est chaud. C'est C'est injouable. impossible. C'est Ouais, injouable, c'est c'est injouable. bien sûr. Peut-être qu'un jour, on y arrivera, je sais pas. Après, est-ce que l'électrique, l'hydrogène, est-ce que c'est le flexu, pas le flexu, le carburant de synthèse. Pour l'instant, Moi, je crois beaucoup à ça. Voilà, on voit les limites de la Formule I aujourd'hui, même si ça a énormément progressé, qu'on est au Gen 3 ou Gen 4, qu'ils arrivent à faire des courses, mais voilà, c'est des performances, c'est des courses très spectaculaires, mais avec des performances qui équivaut à une Formule Renault. Hein. Ouais. bien sûr. Voilà, c'est pas... Alors qu'ils attirent les meilleurs pilotes du monde, quand même. Ils se battent Et en Formule les 1. plus gros constructeurs. Exactement. Ça, c'est du marketing. Pour clôturer peut-être cette interview, parce que c'est une grande famille de pilotes, on le voit, ça vous a donné, même si vous n'avez pas été forcément poussé vers cette voie, vous y êtes naturellement retrouvé dedans. Hein. Bien sûr. Qu'en est-il de la future génération de Beltoises? Est-ce que vous allez aussi les pousser ou est-ce que naturellement, eux, sont pas intéressés ou... Alors, moi, de mon côté, j'ai une fille, donc là, c'est sûr que elle est pas... Ça lui dit rien. Non. Ça lui dit pas le sport Non, mécanique. j'ai un petit Piwi 50 à la maison, elle pourrait le conduire, elle veut même pas en entendre Non, elle parler. a pas envie. Mon Piwi que j'avais quand j'étais gosse. Et mon fils, là, ça va être plus compliqué. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, Compliqué il de est le retenir, dedans. tu veux dire. Lui, il est Ouais. dedans à fond. Ouais. Ah, ok. Ah ouais. Ça va être compliqué de le retenir, ouais. C'est dans l'ADN, dans la... Voilà. dans la vie. Et mon frère, pour l'instant, son fils... Il a pas l'air chaud, lui. Non, il a pas l'air trop chaud, Non. mais on sait jamais. Hein, ça Ouais, peut c'est venir vrai. sur le tard, on sait pas. Voilà, mais Il a l'air presque moins mordu que Alice. Ouais, c'est vrai que ça C'est sert. marrant. Ouais. Non, c'est incroyable comme quoi c'est deux familles. Eh ben, écoute, merci beaucoup Anthony. C'était trop bien de t'avoir. Tu vas rester avec nous pendant le petit arrêt au stand puisque Romain va nous débriefer du Grand Prix de Ah oui. Jeddah. Ah oui, profitons de ta présence. C'est bien d'avoir On va l'expert. profiter justement L'expert. parce que bah oui, Artiste on a un dans pilote avec Ah nous, ouais. c'est trop bien. Ça vaut le coup. Donc petit arrêt au stand, jingle. Et oui, du coup, bon, il reste pas énormément de temps, donc on va le passer. De toute On va manière, le c'est pas comme si ça avait été le Grand Prix le plus intéressant de. Ah bah, c'est celui qui m'a paru le plus long de l'histoire, On est d'accord, quand même. hein. Hein. Non, il y a eu Spa il y a un an quand même quand on a regardé les voitures rouler derrière le safety car. Mais bon, on vous avait parlé du premier Grand Prix au Bahreïn il y a 15 jours. On l'avait qualifié de frustrant puisqu'on espérait avoir une grosse concurrence à Red Bull et pas mal de monde qui est capable de jouer la gagne. On l'a vu finalement, Red Bull était au-dessus du lot. On a donc dit frustrant. Est-ce qu'on pourrait dire résignation pour celui deuxième ou confirmation? Parce qu'on a encore vu une seule chose. On a encore vu Red Bull qui est sur une autre planète. Verstappen qui est décidément beaucoup trop fort.
Donc, Trop fort. voilà, Red Bull, une autre planète. Aston Martin qui s'impose comme étant vraiment, décidément, la deuxième force du plateau. Mercedes, Ferrari qui, a priori, vont se battre pour la troisième place. Et un midfield vraiment sympa, dominé pour l'instant par Alpine, mais qui reste au midfield. Donc, finalement, on a vu ni plus ni moins que la confirmation de ce qu'on a vu au Bahreïn. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà? Est-ce que vous pouvez donner une petite note à ce Grand Prix? Moi, je mets même pas plus de 2 sur 5. En Ouais. termes de note spectateur, tu vois, je mettrais un 2,5 pour la Real qui a essayé durant les 20 derniers tours de nous faire croire qu'il y avait des problèmes techniques chez Red Bull ou d'essayer de nous faire croire Ils nous le qu'il y font avait souvent, celui-là. Ouais, franchement, ils ont essayé de dire mais il peut se passer quelque chose. Qu'il se passait rien. J'avais les yeux rivés sur le chrono. La Red Bull tourne 1 seconde au tour plus vite que n'importe qui. Toto Wolff l'a dit, ils ont 50 secondes d'avance en 52 tours. Tout est dit. 1 seconde au tour. Comment c'est est-ce énorme. qu'en F1, on peut rouler 1 seconde au tour devant la deuxième Red Bull, qui est donc la Aston Martin, quelque part. C'est insane. Enfin, GG Verstappen, qui malgré le problème technique en qualification par 15e et fait 2e. Mais C'est incroyable. Quand tu gagnes 1 seconde au tour par rapport à tout le monde, dans la ligne droite de Jeddah, tu actives le DRS, c'est free win. Tu gagnes une place C'est ça. pour. Je vais pas minimiser la performance, ça reste exceptionnel de gagner autant de places, mais à partir du moment où la safety car était arrivée, il était 4e. Il était 4e au moment de la safety. Juste après, il a juste à ressortir et puis. En il T23, est dedans. c'était Perez 1 et Verstappen 4. En T25, les deux Red Bull sont devant. Donc, il a fallu 2 tours pour bouffer quand même une Mercedes et une Ferrari. Quoi. Une Aston. Quoi. C'est quand même, Franchement, quand même je vais pas dire que c'est triste. C'est pas la première fois qu'on voit ça en F1. Voilà, une équipe qui domine autant et qui est au-dessus. 1 seconde au tour. Et en fait, là où c'est terrible, c'est que tu te dis, derrière, ils vont se taper. Moi, je m'en fiche. Red Bull, vas-y, gagnez votre tournoi. Derrière, ça va se taper. Et derrière, ils sont d'une régularité. Je sais pas si c'était le circuit qui faisait ça ou quoi, mais tous étaient d'une régularité, plus 2, plus 3. Ils étaient tous à 2-3 secondes. Tout le monde ils était en suivaient gestion. en train, tranquille. Et finalement, le combat, il se passait place 14. C'est place 14 où il y avait les McLaren qui se tapaient contre des Williams, quoi. Et tu te dis, ok, super, très bien, finissons-en. Et tu es là à prier qu'il y ait un problème technique. Personne ne devrait prier pour qu'il y ait un problème technique pour rendre un F1 intéressant. Pour moi, c'est un vrai problème. Et le problème, il est que quand il termine le Grand Prix, celui qui est le plus heureux du monde, c'est encore Alonso qui a fait une course extraordinaire. Bien sûr. Et on a l'impression qu'il gagne le Grand Prix. D'où les 3. Tu disais, c'est quand j'ai gagné mon premier Grand Prix que je me suis libéré. Là, c'est la 3e place qui libère les pilotes. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça sert pas le spectacle. Ça n'a pas de sens. Tu as regardé le Grand Prix? Ouais, bien sûr, mais c'est sûr, Red Bull, comme tu dis, ils dominent dans tous les domaines, la vitesse de pointe. Voilà, il fait une erreur là. Comment on voit? Vous voyez là. Justement. Alors, revenons rapidement. On va faire un récap très rapide du Grand Prix, histoire que ceux qui l'ont pas vu sachent de quoi on parle. Mais si on va être très rapide, j'ai bien compris qu'on était short. Alors, pour rappel, sur la grille de départ, Perez partait 1, Alonso 2, Russell 3, Sainz 4, Stroll 5, Ocon 6, Hamilton 7. Je vous rappelle que Charles Leclerc partait 12e après une deuxième très belle place en qualification, mais rétrogradée de 10 places suite à un changement de pièce moteur. Et Verstappen, qui a eu un problème en Q2 et dont la voiture s'est complètement immobilisée, partait passe P15. Donc, on pouvait se dire qu'il allait avoir quelque chose de sympa. Il y avait forcément 1 ou 2 remontadas espérées. Gros départ de Fernando Alonso qui prend très vite la première place. En premier tour sympa, avec pas mal de beaux duels. Charles Leclerc qui gagne avec ses gommes tendres 3 places. Lance Stroll qui fait un sublime dépassement sur Carlos Sainz à l'extérieur. Vraiment un très, très beau dépassement. Avec beaucoup 120 d'audace. kg d'essence, tout. C'était très, très audacieux. À noter parce que Stroll, on entend souvent fils à papa, justement, il a rien à foutre là, il est là parce que papa détient l'écurie. Il fait des choses sympas et là, il a quand même gagné la F3. Champion d'Europe, il vient de le rappeler. Il sort pas de nulle part. Il sort pas de nulle part, exactement. Donc c'est important de le rappeler. Et là, son dépassement était sur Sainz, en plus, c'était quand même vraiment audacieux. Très vite, la réalité d'Alonso s'est fait redépasser et on a vu déjà très rapidement que il pouvait pas lutter. Toute Aston Martin qu'elle était, et aussi efficace qu'elle est, il y a quand même un gap avec les Red Bull et on a vu donc Perez reprendre P1 très très vite et dans la foulée, Alonso à prendre donc cette pénalité qu'on vient de voir à l'écran, honnêtement flagrante. Il est sous enquête dès le tour 1 pour mauvais placement. Honnêtement, quand on regarde l'image, il y a vraiment la roue qui est en dehors. Alors, bon, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs, Anto? Ocon la semaine dernière pénalisé, là, Alonso, bon,
Je pense qu'Alonso, il va y avoir, je sais pas, autre chose en tête, concentré sur autre chose. Normalement, quoi. C'est un peu, je sais pas ce qui. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ça, on le sanctionnait pas ou pas autant, ou parce Mais je crois c'est deux fois en 2 courses quand même. Hein, ça. Ouais, au briefing, il le rappelle en permanence. Il leur dit attendez, mettez-vous parfaitement, sinon vous allez être pénalisé. Et là, il l'a pas fait pour essayer d'avoir un éventuel avantage quelconque. C'est une petite erreur de concentration. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ah bah là, il a aucun intérêt à décaler. Hein. Ah, il a aucun intérêt. Ça lui fait prendre la place quand même. Hein. Ah non, c'est pas pour ça parce qu'il qu'il est est décalé sur le côté. Je Ouais. pense pas qu'il. Non, on a vu le temps de réaction est très très bon. Ok. La stun part plus vite. Ah non, c'est sûr. Je pense que ça n'a aucun avantage. Donc il prend 5 secondes hein, pour ce mauvais Ouais. placement. Il prend 5 secondes. Alors, Ah, On ne c'est- les verra pas trop les 5 secondes en vrai. Hein. C'est cher payé parce que ça n'a aucun avantage. Mais t'as une règle, tu dois mettre la Oui, ça, voiture c'est vrai. dans l'emplacement qui est. Voilà. Donc, dans la première partie de la course, bien sûr, comme l'a dit Ken, on a eu des très, très belles bagarres au milieu. Maintenant, pas grand-chose de très excitant. Alors, Hamilton a une belle bagarre pour P7 avec Leclerc. Yes. Une belle passe d'armes, c'était sympa. Très vite, au tour 12, Leclerc prend l'avantage et Hamilton se retrouve coincé entre Leclerc et Verstappen. Alors, on se dit qu'il peut se passer quelque chose de sympa. Et là encore, on voit que C'est joué, de toute façon. il n'y a même pas de débat. Verstappen dépose Hamilton dans la ligne droite. Là, on se dit qu'elle est bien, bien loin la saison 2021. J'ai versé une larme. Ouais. Hein. Moi, Ah j'ai ouais. vu ce dépassement, j'ai versé une larme. C'est limite, C'est il le indécent. laisse passer, fait vas-y, allez, part C'est de. indécent. Et Quoi, là, il est on voit 9e vraiment à ce moment-là. quoi. 7. Et, 8. Il prend 8, justement. Il prend Hamilton en 8e position. Et là, tu te rappelles qu'il y a encore quelques mois, quelques longs mois, certes, mais c'était à Jeddah, la dernière saison, dernière course, grand duel entre ces deux mecs-là. Là, tu te dis que la saison risque d'être un petit peu longue. La phase de ravitaillement a été ouverte, justement. Le bal a été ouvert par Lance Stroll. Alors, sympa stratégie de Ferrari qui a clairement fait croire à Aston que Sainz allait rentrer. Ils ont fait croire à l'undercut. Finalement, ils ont fait une sorte d'overcut Oui. qui s'est très, très bien passé puisque les deux Ferrari qui embraillent le pas ensuite ressortent devant la Aston de Stroll. Et dans la foulée, Stroll qui, panne moteur ou panne mécanique ou panne de frein, j'ai pas encore toutes les Ça infos. fumait. Ça fume, arrête sa voiture et là, safety car. Et là, tu dis que décidément, Ferrari, ils n'ont pas de chance. Bon, c'est comme ça. Ferrari n'a pas de chance et se retrouve donc un peu coincé dans le peloton. Et à la sortie de ce safety car où tout le monde en profite évidemment pour ravitailler, le classement est le suivant. Pérez 1, Alonso 2, Russell 3, Verstappen 4, Hamilton 5 et les deux Ferrari uniquement 6 et 7. Finalement, leur stratégie pouvait être une bonne stratégie qui aurait pu s'avérer payante sans le safety car ne l'est pas. Après, que ce soit Frédéric Vasseur à la fin ou Charles Leclerc, ils ont la décence de dire non, de toute façon, le safety car fait partie du jeu. On a été mauvais. Fred Vasseur insiste sur le fait qu'aujourd'hui, la gestion des pneus hard est compliquée chez Ferrari. Autant en pneus tendres, ils vont vite, autant ils n'arrivent pas à gérer les pneus. Et d'ailleurs, il le dit, on ne sait pas faire fonctionner ces pneus. Fred Vasseur est d'une fatalité. C'est frustrant en tant que supporter de Ferrari, ça peut être un petit peu agaçant, mais c'est comme ça. Bon, la deuxième partie de la course, pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, tu l'as dit, une régie qui essaye de faire en sorte de nous donner l'impression qu'il va se passer quelque Battle for chose. 14. Voilà, un petit Pérez et Verstappen qui se retrouvent très vite en 1-2 puisque la remontée, pareil, zéro débat. Verstappen qui bouffe Russell et qui bouffe Alonso, mais finir in the nose, quoi. Il n'y a rien de plus facile. Tu te dis que c'est qu'une formalité, c'est frustrant. Et à la fin, petite fin de course sympathique puisque tu te dis que il y a que 5 secondes entre Verstappen, Pérez. Moi, ce qui m'a fait le plus marrer, c'est le moment où Red Bull demande à Pérez de baisser le rythme. Oui. Et Pérez, il dit, les gars, on a demandé aussi à Verstappen de le faire. Ouais. Non, Non. je lâche rien. Ouais. Et respect à Pérez parce que déjà, Incroyable. il se positionne, il dit ok, je suis numéro 2, certes, j'assure quand Verstappen n'est pas là, par contre quand on me demande de le laisser rattraper, non, no way. Et ça c'est fort. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, comme on l'a dit, si ce n'est que Verstappen à la fin, il enfonce le dernier petit clou, dernier tour, on se dit Ouais, c'est Pérez va l'emporter, Pérez va être en plus en tête du championnat puisque Pérez va prendre le point. Et non, Verstappen qui arrive et qui sort ce super chrono. Le dernier tour. Dernier tour, Incroyable. et prendre le point du meilleur tour. Il fait un tour de qualif. Il a levé le pied juste assez pour être sûr que devant, il n'y ait personne, pas de retardataire. Voilà, Ouais, dernier refaire tour. refroidir un peu ses pneus, Et- tout. Exactement. Se met dans Charger les la batterie à conditions bloc. Idéales. C'est ça, Voilà, en tant que pilote. conditions idéales. En tant Pied que pilote, dedans. comment tu évalues ce coup? Parce que c'est vraiment fort de se dire ok, je suis en fin de course, je suis fatigué, les pneus sont usés. C'est Donc, vrai. je prends le temps et je viens chercher un chrono parce que C'est le vrai. chrono de Pérez était déjà violent. Hein. Mhm. C'est remarquable. C'est franchement, c'est remarquable. la rage de gagner. La rage d'être meilleur que Pérez. C'est cette fierté de rien laisser aux autres. Que des miettes. Ça, Il veut tout prendre. il veut tout prendre. C'est exactement ça. Il est Alors, trop fort. Il est trop On fort. nous dit dans le chat justement que sur le on-board de Max Verstappen, ils lui ont demandé, mais il n'a pas répondu. hein. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Il n'a pas répondu. Mais bon, on verra ça. Ouais, après, vous savez, À revoir, on hein, entend les- dans les on-board, c'est ce qu'on veut bien nous laisser ça va entendre. être filtré, hein. Exactement. Donc,
Mais Et c'est bizarre très sujet à la réal, hein. l'ambiance chez Mercedes, de Russell, Hamilton. Je ne sais pas si on n'a pas trop le temps de rentrer là-dedans, mais pourquoi Mercedes, en fait, dans le 29e tour, ne demande pas finalement à Russell de laisser passer Hamilton, qui est Parce plus que rapide. Hamilton va pas beaucoup plus vite. Bah que non, Russell. c'est vrai, il n'y a aucune Ils ont 2 raison. secondes hein. d'écart. Ouais. Hamilton n'arrive pas forcément à combler. Il ses était deux bien secondes. parce qu'il était en pneu décalé, il était en pneu jaune et l'autre en Ça. pneu noir. Donc Hamilton était un petit peu mieux à un moment donné. Il y a encore à portée d'Alonso, donc Mais bon, après, il s'est fait décrocher un tout petit peu, hein, Lewis. Je pense qu'ils ont voulu sécuriser P4 et P5, ce qui, au vu des performances de la Mercedes, n'est pas négligeable. Donc, je pense qu'ils ont voulu être sérieux et la saison est encore longue maintenant. Et puis, normalement, on arrêterait le débrief du Grand Prix à l'arrivée. Mais non, parce que grâce à la FIA, il y a encore eu une petite oui. entourloupe. Parce que pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, donc on parlait justement de la pénalité d'Alonso. Tout à fait. Exactement comme Ocon, on savait tous qu'il ne fallait pas qu'il touche la voiture à 5 secondes pendant l'arrêt au stand. Et il s'avère qu'ils ne l'ont pas touché, mais une sorte d'élévateur a été mis en dessous la voiture, mais ne touche pas la voiture. Ouais, touche pas. À la fin de la compétition, de la course, effectivement, ils avaient 32 ou 33 tours, comme dit Alonso, pour donner la pénalité avant, parce que c'est frustrant. Alors qu'Alonso est monté sur le podium, a récupéré la coupe, le champagne, fêté, tout ça, on annonce qu'il est rétrogradé. Il ne prend que P4. Exact. Non, mais après le podium, en plus, c'est ça qui est fou. Donc là, Alonso enrage en disant, les gars, c'est ridicule, ne me laissez pas monter sur le podium si jamais. C'est vrai. Sauf qu'on avait prévu le truc, clairement, chez Aston. On a ressorti toute une jurisprudence de plein d'images de gars. Vidéo. Voilà, vidéo à l'appui qui avait déjà non pas touché la voiture, mais posé l'élévateur en dessous. Et la FIA accepte. Bon, je suis désolé, moi, je trouve ça risible. Enfin, c'est un moment, à chaque course maintenant, il se passe des choses comme ça. Après la course, on ne sait jamais. On dirait la VAR en football, quoi. C'est un peu fatigant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que pilote, de toutes ces investigations? Est-ce que ça cache pas un peu la course? Enfin, c'est un peu dur. Ouais, c'est... Sur l'image des commissaires, peut-être déjà. Ton avis là-dessus? L'avis, c'est peut-être qu'ils prennent des décisions un peu trop, de manière trop hâtive. Peut-être qu'ils vont se laisser le temps de la réflexion, d'être sûr de leur coup. Je trouve que la pénalité, ils font tomber peut-être un peu trop vite. Et c'est vrai qu'après, ils se rendent compte que les écuries sont hyper bien armées et peuvent vraiment défendre leur bout de gras. Donc du coup, voilà, c'est bizarre. T'en mets une, je te mets la pénalité, je te l'enlève, je te la remets, je te l'enlève. Oh, c'est pas très sérieux tout ça. Au final, c'est bien sûr très important de respecter le règlement, mais est-ce que le règlement doit prendre toujours le pas sur le show, sur tout ça? Ouais, moi je pense que. Toi, oui. Vraiment. C'est un débat, c'est un vrai Je pense débat. qu'il est très important de respecter le règlement. Oui, Par contre, il faut pouvoir laisser la chance aux écuries de se défendre. Et les commissaires de course n'ont pas les yeux sur absolument tout le temps. Et peut y avoir des mécompréhensions. Mieux vaut être sous investigation et regarder. Tu vois, mettre sous laisser investigation. le temps de la réflexion. Voilà, exactement. Que sévir directement. Ensuite, pour ce qui est du cas de la pénalité, la deuxième peut-être de Alonso, pour sa gouverne, il a terminé 5 secondes en avance, passe au quatrième. Donc, si c'était un arrêt au stand, on sait tous que 5 secondes de pénalité dans un arrêt au stand, c'est pas 5 secondes, tu prends beaucoup plus cher du coup. Là, si c'était juste 5 secondes en course, c'est pas très grave. Il perd des P3 du coup. Ouais, mais je sais pas si en F1, tu as des pénalités comme ça en mode on te retire par rapport au temps final quelques secondes et on regarde par c'est ça qui s'est passé. Ça existe. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'il ne prenait que P4. Et c'est là où Interview de Russell, là, je suis content, je suis sur le podium. Voilà. C'est là où la FIA s'est un peu ridiculisée selon moi, c'est qu'à partir du moment où on fait monter un mec sur le podium, on lui donne la coupe, on peut pas a posteriori enlever tout ça, ou alors il faut qu'il y ait une enquête plus poussée. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange et c'est pas la première fois qu'on voit ça en F1 et c'est un peu frustrant. Ouais, surtout pour des petites bêtises comme ça. Mais après, tu sais, tu laisses passer un truc. Toutes les autres écuries sont là. Ah, mais ils ont fait ça alors que nous, on a été pénalisés après. Il faut vraiment que ce soit clean. C'est vrai que la polémique, c'est est-ce qu'il faut 0 tolérance ou 1% de tolérance? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense 0 tolérance, c'est sûr. Comme ça, c'est tout le monde à la même enseigne. C'est vrai. On n'a pas le temps, je pense, de faire les tops, les flops. On n'a pas le temps de revenir sur le. Ça panique dans tous les Il faut conclure. Et ben c'est parti, on conclut. Merci beaucoup, Anthony, de nous avoir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était trop bien. À une prochaine. D'avoir ton expertise. Reviens quand tu veux. Ici, c'est la maison. C'est gentil. Et on sera ravis de t'accueillir. On va partir sur la chronique Assuréo avec quelques images, un rappel de ce qui a été vu. Alors, Ken va nous rappeler ce qu'est Assuréo finalement. On a un chronique. On a un chronique, un jingle. On a un jingle de chronique. On a un jingle, hein. On a un jingle. Jingle. Oui, bien sûr, Assuréo, notre partenaire qui est avec nous sur Let's Go depuis maintenant plusieurs mois. On les remercie, bien entendu. Avec eux,
On en a fait des choses tous ces derniers mois, beaucoup d'essais de voitures sans permis. Vous vous souvenez, on avait essayé la Ligier, on a essayé la Citroën Ami avec Norman Genius. C'est absolument merveilleux. Je ne sais pas si on a quelques extraits de notre fameux Norman Genius. Assureo, c'est évidemment le leader français dans l'assurance de la voiture sans permis. Et je vois que vous prenez un constat parce que oui, ça va être évidemment très, très, très important. Moi, ça je vous rappelle, m'angoisse, vous voyez des images actuellement de Norman Genius qui n'avait absolument jamais conduit de voiture. L'homme on voit à ses côtés, la tête inquiète. Il est rassuré, mais il était drivé à la perfection et il a fait ses premiers tours de roue. Voilà. Rappelle évidemment à quel point une assurance est Le stress importante. personnifié. Ah oui, il est un peu crispé. Il est quand même un peu crispé, ça j'avoue. Le sang des Beltoises ne coule pas dans ses veines, je pense, aujourd'hui, mais il est quand même là. Voilà, même pour les voitures sans permis, je rappelle, il faut tout de même s'assurer. Et voilà, Assureo propose beaucoup de forfaits justement pour la voiture sans permis qui sont réellement très, 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 très bons. Et Genius, on a fait les frais. Regardez-le, comme il est beau, comme il est fringant, comme il est absolument magnifique. On ne pouvait pas trouver absolument mieux que cela. Je rappelle évidemment les bienfaits, bien entendu, des voitures sans permis. Non seulement, vous pouvez conduire dès 14 ans, je crois que vous avez votre BSR, mais en plus, vous êtes protégé. Il y a quand même pas mal d'espace. En vrai, j'en ai jamais vraiment testé et je dois bien avouer que c'est pour de la ville pure. En vrai, c'est vraiment, vraiment pas mal. On regrette peut-être un peu que certains modèles de voitures sans permis soient un peu élevés d'un point de vue du prix. Évidemment, ce n'est pas des voitures non plus produites à des exemplaires gigantesques, mais c'est des voitures qui permettent vraiment de répondre à une problématique assez importante et ça consomme très peu et il y a quand même de la place. Je dirais qu'on met un Norman Genius là-dedans, ce qui est quand même... Norman, excuse-nous. c'est un morceau. Voilà. C'est quand même vraiment pas rien du tout. Voilà, en tout cas, on avait fait aussi le test de la Citroën Ami, Oui. vous le savez, ça c'est très très important. Et aujourd'hui, comme il nous reste un peu de temps, vous avez déjà proposé, alors il y a ce test incroyable de la Citroën Ami, absolument formidable, vous avez déjà proposé de remplir des petits constats. Alors, qu'est-ce qui se passait lorsque on avait un accident de la route, que vous devez remplir un Les constat. dessins frauduleux. Ouais. C'est absolument terrible, la transpiration, tout ça, on est tous un peu en stress. Vous devez toujours avoir un constat, vous pouvez toujours en avoir un dématérialisé pour pouvoir les remplir, mais ça reste important de savoir. Une feuille blanche marche aussi. Comment ? Une feuille blanche marche aussi. Une feuille blanche, ça marche aussi, bien sûr. Alors après, il faut marquer tout un tas de Ouais, trucs. ça par contre, c'est compliqué. Mais alors, des smartphones, c'est bien de se dire qu'il y a des applis pour ça aussi. Il y a des applis. Bien entendu, il y a des applis pour remettre tout ça. Vous n'êtes pas évidemment toujours en cause. Si jamais il y a litige, si jamais il y a un problème, si vous n'êtes pas d'accord, marquez chacun votre version des faits, etc. Et ensuite, après, précisez le tout à votre assureur qui se chargera bien entendu du reste. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'avoir des malus si vous n'êtes absolument pas en cause dans un accident. Sachez-le, on peut tout prendre en charge. Ça doit être Ça qui est tellement beau. stressant. T'es dans une situation de stress, tu viens de te faire emboutir ou T'es t'es jamais rentré arrivé, dans toi, une... ouais. Ah bah non, Ouais. j'ai pas le permis. Ouais. Mais je suis déjà Mais très c'était déjà- stressée par ça. C'était arrivé en Uber déjà. D'être accroché, oui. Et d'accrocher aussi. Ah là là. Mais tu sens tout de suite le ton qui monte et tout. Tu dis, mais dans quelles conditions ils vont Il faut s'entendre toujours pour remplir un redescendre papier, quoi. avant d'engager quelques discussions que ce soit. Donc là, aujourd'hui, je suis dans un accident avec Romain. Dans un accident avec Romain, justement, alors accident avec Romain, première situation, je vais vous montrer 3 cas différents de situations d'accident que l'on peut retrouver justement dans un constat. Première mise en situation, si tu peux nous montrer ça, mon très cher Denis. Les véhicules A et B roulent dans le même sens. Le véhicule B met son clignotant à gauche, s'engage pour rejoindre le parking. Il percute le véhicule A, qui n'est pas spécialement ciblé, c'est un 2 roues a priori motorisé. Dans cette situation, lequel est responsable? Quel véhicule ici est responsable le C. selon vous et comment vous voulez compléter le... Non, ça c'est la deuxième fiche. pardon. Remets-nous la première fiche, s'il te plaît. Mon très cher Denis, dans la toute première situation, celle avec le véhicule tout à fait que nous avez montré juste avant. Ouais, parce que là, dans cette situation... Cette situation-là est un tout petit peu différente. Ah oui, non, t'as raison, la première situation, c'est ABC. C'est moi qui ai fait une grosse erreur. Là, il n'y a pas de débat. J'ai juste ouvert, excusez-moi, j'ai ouvert le mauvais document. Voilà. Les véhicules ABC roulent sur la même file, dans le même sens. Le véhicule C percute le véhicule B qui projette le véhicule dans lequel... Ça, c'est très fréquent dans les bouchons. D'accord ? C'est le C, Fais tamponner. le fautif, là. On Qui est insulte le fautif C. là-dessus ? C'est le C pour toi.
Romain. On est toujours responsable de ce qui se passe devant, donc c'est toujours le véhicule qui percute la voiture qui est devant elle qui est en tort. En revanche, pour savoir si B est responsable ou non, il faut voir s'il respectait la limitation la distance de sécurité avec A, ou est-ce que le fait qu'il ait tapé A est dû au fait qu'il ne respectait pas la distance de sécurité. Exactement. Si vous êtes le véhicule A ou le véhicule B, vous êtes absolument totalement non responsable de l'accident. La totalité de la responsabilité est pour le véhicule C qui a percuté le premier véhicule B. Il faut donc rédiger un constat et mentionner absolument qu'il s'agit d'une collision en chaîne. D'accord ? Plus, il y a une fameuse case, qui s'appelle la fameuse case 8 dans votre constat que vous pouvez voir justement ici. Heurté à l'arrière en roulant dans le même sens et dans la même file. Voilà, très important de bien cocher cette case numéro 8. Marie est en panique complète. C'est vraiment ce qui va signifier justement la situation à laquelle vous donnez. Donc, vous voyez, toutes ces cases du centre, là, les circonstances donc là, sont justement là pour ça. Il coche aussi la 5, s'engager dans un parking. Exactement. Voilà. Il cause la case 8. Voilà. Et 5. Second compta doit cocher la case 8. Tout le monde coche la case 8. On va faire un petit deuxième image, mise en situation numéro 2. Donc, les véhicules roulent dans le même sens, mais dans une file différente. Ok, vous voyez le sens de circulation. Là, le constat est très bien rempli. Ils se percutent tout en roulant sur leur file. Donc, je ne sais pas, ils sont dans leur file et on ne sait pas, ils s'endorment. Voilà, ça. Attends, c'est abusé, quoi. Qui est responsable dans ce genre de cas-là, d'après vous? Celui qui touche. Pour moi, c'est. Oui, mais là, on considère qu'ils vont taper. Pour moi, c'est. Je sais pas. Imagine, par exemple, je sais pas, à droite, un vélo passe par la droite, une moto essaye de déboîter vers la gauche, tout le monde on va dire qu'ils se touchent. Rétro touche. Ils se touchent au niveau de la ligne, donc il y a personne qui a débordé sur l'autre ligne. Au niveau de la ligne, exactement. Pourquoi il y a une flèche là de A qui va vers B? Non, la flèche, c'est juste pour montrer que l'impact est le point d'impact. Pour moi, c'est A, celui qui double, pour moi, qui est responsable. C'est celui qui est double qui serait responsable. Dans ton cas, Marie? C'est un fait de circulation, ça faute de personne, enfin, c'est la vie. Mais c'est toi qui as raison, c'est de la faute entre personnes. 50-50, les torts sont totalement partagés. C'est quasiment impossible de déterminer qui est responsable là-dedans. Et dans ce genre de cas, vous avez la case numéro 9, rouler dans le même sens et sur la même file. Des accidents comme ça peuvent arriver. Il est très difficile de déterminer qui est responsable dans ce cas d'accident. Les torts vont être partagés à 50-50 et ce sera directement mis dans votre assurance. Marie est en train de gagner le jeu devant moi. Exactement. Et le cas numéro 3, qui était le premier cas dont je vous parlais juste avant, qui était un tout petit peu là. Donc voilà, la voiture s'engage pour aller dans le parking. Ça double par la gauche ici et je percute le 2 roues motorisé. Qui est responsable dans ces cas-là? Est-ce qu'il y en a un qui coupe quand même la trajectoire de l'autre ou il y en a un qui ne s'arrête pas pour laisser passer celui qui rentre sur le parking? Pour moi, le motard est responsable puisqu'il n'est pas censé doubler à gauche. Le motard est responsable. Pour toi, il n'est pas censé doubler il n'est pas censé doubler là. Il est censé rester derrière sa file, bien sûr. Maintenant, il ne peut pas doubler à droite de toute façon. Non, mais il ne peut pas doubler à droite, en effet. Mais vu que le véhicule B a mis son clignot, pour moi, il est clean. Après, moi, je trouve que la moto est quand même très proche. Faisait peut-être de l'interfile, celle-là. Ah oui, voilà, c'est ça. L'interfile je pense que c'est totalement le véhicule A qui est en tort. Donc, on va lui mettre le véhicule A qui est en tort. Eh bien, c'est faux. C'est le véhicule B qui est 100% en tort. Le véhicule B doit absolument regarder avant de tourner. Si aucun véhicule ne s'engage sur sa gauche, il change de fil. Il ne roule plus dans le sens de roulage de la route. Il est donc obligé d'attendre que tout le monde lui passe devant, même si c'est un connard de cycliste qui roule à la vitesse de la lumière. Voilà, vous ne pouvez pas faire ça. Dans ce cas-là, il y a une case. Il faut cocher la case numéro 13. T'es pas baqué par le fait que t'as mis un clignot, quoi. Et non, virer à gauche lorsqu'il tournait, ça c'est pour le cycliste. Et pour le véhicule A, c'est la case numéro 11 qui doublait. Voilà. Moi, je le vis, le fait que j'ai le permis, mais que j'ai une seule bonne réponse et que toi, t'en es 2, alors que tu n'as pas le permis sur 3 situations. Ça veut dire c'est le moment
d'aller chercher ce permis, évidemment. Je suis inscrite depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 34, bonjour. Et notez, je lis dans le chat qui est le clignotant ou qui n'est pas le clignotant, Mais ça oui. ne change malheureusement rien. Si la voiture, évidemment, est déjà engagée au Ah bah là, milieu, après, c'est un voilà, suicide. ici, et que ça rentre, mais là, ça n'est pas le cas. Dans ce constat, on voit les voitures parallèles et il y en a une qui va percuter l'autre. Il peut avoir allumé son clignotant il y a 350 km. Il est responsable. Voilà. Incroyable. Sachez-le. Bravo Marie. Du coup, j'ai gagné. Tu as gagné. Félicitations, Marie. Tu repars avec 1 an d'assurance Assuréo, tout compris, bien entendu. GG. J'ai l'impression d'être dans une émission France 2, là, j'ai gagné. T'as gagné le gros lot. Putain. Bien joué. Avec Et mon oui, skin de- Je le vis très très mal. Je le vis très très mal, sachez-le. Oh. Tu remettras, bien entendu. Tu Il ne t'en reste remets plus que pas. 20 secondes. Voilà, Il en tout nous cas, pour reste ces situations 20 de constat. Et merci Assuréo. Merci Assuréo de nous avoir accompagnés tout au long de ces émissions. Merci Ken pour ce constat. Merci beaucoup Romain d'avoir été là. Merci à Anthony Beltoise. C'était une super interview. Les gens l'ont remercié dans le chat. On espère qu'il reviendra. On se retrouve dans quelques instants dans le récap et c'est animé par Maxime. À tout de suite. Salut.